Chapitre 25 du mystère de la chambre jaune. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux. Chapitre 25. Rouletabille part en voyage. Le soir même nous quittions le Glandier, Rouletabille et moi. Nous en étions fort heureux. Cet endroit n'avait rien qui pût encore nous retenir. Je déclarai que je renonçais à percer tant de mystères, et Rouletabille, en me donnant une tape amicale sur l'épaule, me confia qu'il n'avait plus rien à apprendre au Glandier, parce que le Glandier lui avait tout appris. Nous arrivâmes à Paris vers 8 heures. Nous dînâmes rapidement, puis, fatigués, nous nous séparâmes en nous donnant rendez-vous le lendemain matin chez moi. À l'heure dite, Rouletabille entrait dans ma chambre. Il était vêtu d'un complet à carreaux en drap anglais, avait un ulster sur le bras, une casquette sur la tête et un sac à la main. Il m'apprit qu'il partait en voyage. « Combien de temps serez-vous parti ?» lui demandai-je. « 1 mois ou 2, fit-il, cela dépend. » Je n'osais l'interroger. « Savez-vous, me dit-il, quel est le mot que mademoiselle Stangerson a prononcé hier avant de s'évanouir, en regardant M. Robert Darzac ?»« Non, personne ne l'a entendu. »« Si, répliqua Rouletabille, moi. Elle lui disait « Parle !» « Et M. Darzac parlera ?»« Jamais. » J'aurais voulu prolonger l'entretien, mais il me serra fortement la main et me souhaita une bonne santé. Je n'eus que le temps de lui demander: « Vous ne craignez point que, pendant votre absence, il se commette de nouveaux attentats ?»« Je ne crains plus rien de ce genre, dit-il, depuis que M. Darzac est en prison. » Sur cette parole bizarre, il me quitta. Je ne devais plus le revoir qu'en cour d'assises, au moment du procès Darzac, lorsqu'il vint à la barre expliquer l'inexplicable. Fin du chapitre 25. Chapitre 26 du mystère de la chambre jaune. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux. Chapitre 26 où Joseph Rouletabille est impatiemment attendu. Le 15 janvier suivant, c'est-à-dire 2 mois et demi après les tragiques événements que je viens de rapporter, l'Époque publiait, en première colonne, première page, le sensationnel article suivant. Le jury de Seine-et-Oise est appelé aujourd'hui à juger l'une des plus mystérieuses affaires qui soient dans les annales judiciaires. Jamais procès n'aura présenté tant de points obscurs, incompréhensibles, inexplicables. Et cependant l'accusation n'a point hésité à faire asseoir sur le banc des assises un homme respecté, estimé, aimé de tous ceux qui le connaissent, un jeune savant, espoir de la science française, dont toute l'existence fut de travail et de probité. Quand Paris apprit l'arrestation de M. Robert Darzac, un cri unanime de protestation s'éleva de toutes parts. La Sorbonne tout entière, déshonorée par le geste inouï du juge d'instruction, proclama sa foi dans l'innocence du fiancé de mlle Stangerson. M. Stangerson lui-même attesta hautement l'erreur où s'était fourvoyée la justice, et il ne fait de doute pour personne que, si la victime pouvait parler, elle viendrait réclamer aux 12 jurés de Seine-et-Oise l'homme dont elle voulait faire son époux et que l'accusation veut envoyer à l'échafaud. Il faut espérer qu'un jour prochain mlle Stangerson recouvrera sa raison, qui a momentanément sombré dans l'horrible mystère du Glandier. Voulez-vous qu'elle la reperde lorsqu'elle apprendra que l'homme qu'elle aime est mort de la main du bourreau? Cette question s'adresse au jury, auquel nous nous proposons d'avoir affaire aujourd'hui même. Nous sommes décidés, en effet, à ne point laisser 12 braves gens commettre une abominable erreur judiciaire. Certes, des coïncidences terribles, des traces accusatrices, un silence inexplicable de la part de l'accusé, un emploi du temps énigmatique, l'absence de tout alibi, ont pu entraîner la conviction du parquet qui, ayant vainement cherché la vérité ailleurs, s'est résolu à la trouver là. Les charges sont, en apparence, si accablantes pour M. Robert Darzac qu'il faut même excuser un policier aussi averti, aussi intelligent et généralement aussi heureux que M. Frédéric Larsan de s'être laissé aveugler par elle. Jusqu'alors tout est venu accuser M. Robert Darzac devant l'instruction. Aujourd'hui, nous allons, nous, le défendre devant le jury, et nous apporterons à la barre une lumière telle que tout le mystère du Glandier en sera illuminé, car nous possédons la vérité. Si nous n'avons point parlé plus tôt, c'est que l'intérêt même de la cause que nous voulons défendre l'exigeait sans doute. Nos lecteurs n'ont pas oublié ces sensationnelles enquêtes anonymes que nous avons publiées sur le pied gauche de la rue Oberkampf,
sur le fameux vol du Crédit Universel et sur l'affaire des lingots d'or de la Monnaie. Elle nous faisait prévoir la vérité avant même que l'admirable ingéniosité d'un Frédéric Larsan ne l'eût dévoilée tout entière. Ces enquêtes étaient conduites par notre plus jeune rédacteur, un enfant de 18 ans, Joseph Rouletabille, qui sera illustre demain. Quand l'affaire du Glandier éclata, notre petit reporter se rendit sur les lieux, força toutes les portes et s'installa dans le château d'où tous les représentants de la presse avaient été chassés. À côté de Frédéric Larsan, il chercha la vérité. Il vit avec épouvante l'erreur où s'abîmait tout le génie du célèbre policier. En vain essaya-t-il de le rejeter hors de la mauvaise piste où il s'était engagé. Le grand Fred ne voulut point consentir à recevoir des leçons de ce petit journaliste. Nous savons où cela a conduit M. Robert Darzac. Or, il faut que la France sache, il faut que le monde sache que, le soir même de l'arrestation de M. Robert Darzac, le jeune Joseph Rouletabille pénétrait dans le bureau de notre directeur et lui disait « Je pars en voyage. Combien de temps serai-je parti, je ne pourrais vous le dire. Peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Peut-être ne reviendrai-je jamais. Voici une lettre. Si je ne suis pas revenu le jour où M. Darzac comparaîtra devant les assises, vous ouvrirez cette lettre en cour d'assises, après le défilé des témoins. Entendez-vous pour cela avec l'avocat de M. Robert Darzac. M. Robert Darzac est innocent. Dans cette lettre, il y a le nom de l'assassin, et je ne dirai point les preuves, car les preuves, je vais les chercher, mais l'explication irréfutable de sa culpabilité. » Et notre rédacteur partit. Nous sommes restés longtemps sans nouvelles, mais un inconnu est venu trouver notre directeur, il y a 8 jours, pour lui dire « Agissez suivant les instructions de Joseph Rouletabille si la chose devient nécessaire. Il y a la vérité dans cette lettre. » Cet homme n'a point voulu nous dire son nom. Aujourd'hui, 15 janvier, nous voici au grand jour des assises. Joseph Rouletabille n'est pas de retour. Peut-être ne le reverrons-nous jamais. La presse, elle aussi, compte ses héros, victimes du devoir. Le devoir professionnel, le premier de tous les devoirs. Peut-être, à cette heure, y a-t-il succombé? Nous saurons le venger. Notre directeur, cet après-midi, sera à la cour d'assises de Versailles avec la lettre qui contient le nom de l'assassin. En tête de l'article, on avait mis le portrait de Rouletabille. Les Parisiens qui se rendirent ce jour-là à Versailles pour le procès dit du mystère de la Chambre jaune n'ont certainement pas oublié l'incroyable cohue qui se bousculait à la gare Saint-Lazare. On ne trouvait plus de place dans les trains, et l'on dut improviser des convois supplémentaires. L'article de l'époque avait bouleversé tout le monde, excité toutes les curiosités, poussé jusqu'à l'exaspération la passion des discussions. Des coups de poing furent échangés entre les partisans de Joseph Rouletabille et les fanatiques de Frédéric Larsan, car, chose bizarre, la fièvre de ces gens venait moins de ce qu'on allait peut-être condamner un innocent que de l'intérêt qu'ils portaient à leur propre compréhension du mystère de la Chambre jaune. Chacun avait son explication et la tenait pour bonne. Tous ceux qui expliquaient le crime comme Frédéric Larsan n'admettaient point qu'on pût mettre en doute la perspicacité de ce policier populaire. Et tous les autres, qui avaient une explication autre que celle de Frédéric Larsan, prétendaient naturellement qu'elle devait être celle de Joseph Rouletabille, qu'ils ne connaissaient pas encore. Le numéro de l'époque à la main, les Larsan et les Rouletabille se disputèrent, se chamaillèrent, jusque sur les marches du palais de justice de Versailles, jusque dans le prétoire. Un service d'ordre extraordinaire avait été commandé. L'innombrable foule qui ne put pénétrer dans le palais resta jusqu'au soir aux alentours du monument, maintenue difficilement par la troupe et la police, avide de nouvelles, accueillant les rumeurs les plus fantastiques. Un moment, le bruit circula qu'on venait d'arrêter, en pleine audience, M. Stangerson lui-même, qui s'était avoué l'assassin de sa fille. C'était de la folie. L'énervement était à son comble, et l'on attendait toujours Rouletabille. Des gens prétendaient le connaître et le reconnaître, et, quand un jeune homme, muni d'un laissez-passer, traversait la place libre qui séparait la foule du palais de justice, des bousculades se produisaient. On s'écrasait. On criait « Rouletabille, voici Rouletabille !» Des témoins, qui ressemblaient plus ou moins vaguement aux portraits publiés par l'époque, furent aussi acclamés. L'arrivée du directeur de l'époque fut encore le signal de quelques manifestations. Les uns applaudirent, les autres sifflèrent.
Il y avait beaucoup de femmes dans la foule. Dans la salle des assises, le procès se déroulait sous la présidence de M. de Rocoux, un magistrat imbu de tous les préjugés des gens de robe, mais foncièrement honnête. On avait fait l'appel des témoins. J'en étais, naturellement, ainsi que tous ceux qui, de près ou de loin, avaient touché les mystères du Glandier. M. Stangerson, vieilli de 10 ans, méconnaissable, Larsan, M. Arthur W. Rance, la figure toujours enluminée, le père Jacques, le père Mathieu, qui fut amené, menottes aux mains, entre deux gendarmes, madame Mathieu, tout en larmes, les Bernier, les 2 gardes-malades, le maître d'hôtel, tous les domestiques du château, l'employé de poste du bureau 40, l'employé du chemin de fer d'Épinay, quelques amis de M. et de mlle Stangerson, et tous les témoins à décharge de M. Robert Darzac. J'eus la chance d'être entendu parmi les premiers témoins, ce qui me permit d'assister à presque tout le procès. Je n'ai point besoin de vous dire que l'on s'écrasait dans le prétoire. Des avocats étaient assis jusque sur les marches de la cour, et, derrière les magistrats en robe rouge, tous les parquets des environs étaient représentés. M. Robert Darzac apparut au banc des accusés, entre les gendarmes, si calme, si grand et si beau qu'un murmure d'admiration plus que de compassion l'accueillit. Il se pencha aussitôt vers son avocat, maître Henri Robert, qui, assisté de son premier secrétaire, maître André S., alors débutant, avait déjà commencé à feuilleter son dossier. Beaucoup s'attendaient à ce que M. Stangerson allât serrer la main de l'accusé. Mais l'appel des témoins eut lieu, et ceux-ci quittèrent tous la salle, sans que cette démonstration sensationnelle se fût produite. Au moment où les jurés prirent place, on remarqua qu'ils avaient eu l'air de s'intéresser beaucoup à un rapide entretien que maître Henri Robert avait eu avec le directeur de l'époque. Celui-ci s'en fut ensuite prendre place au premier rang du public. Quelques-uns s'étonnèrent qu'il ne suivît point les témoins dans la salle qui leur était réservée. La lecture de l'acte d'accusation s'accomplit comme presque toujours, sans incident. Je ne relaterai pas ici le long interrogatoire que subit M. Darzac. Il répondit à la fois de la façon la plus naturelle et la plus mystérieuse. Tout ce qu'il pouvait dire parut naturel, tout ce qu'il tut parut terrible pour lui, même aux yeux de ceux qui sentaient son innocence. Son silence sur les points que nous connaissons se dressa contre lui, et il semblait bien que ce silence dût fatalement l'écraser. Il résista aux objurgations du président des assises et du ministère public. On lui dit que se taire en une pareille circonstance équivalait à la mort. C'est bien, dit-il, je la subirai donc, mais je suis innocent. Avec cette habileté prodigieuse qui a fait sa renommée, et profitant de l'incident, maître Henri Robert essaya de grandir le caractère de son client par le fait même de son silence, en faisant allusion à des devoirs moraux que seules des âmes héroïques sont susceptibles de s'imposer. L'éminent avocat ne parvint qu'à convaincre tout à fait ceux qui connaissaient M. Darzac, mais les autres restèrent hésitants. Il y eut une suspension d'audience, puis le défilé des témoins commença, et Rouletabille n'arrivait toujours point. Chaque fois qu'une porte s'ouvrait, tous les yeux allaient à cette porte, puis se reportaient sur le directeur de l'époque, qui restait, impassible, à sa place. On le vit enfin qui fouillait dans sa poche et qui en tirait une lettre. Une grosse rumeur suivit ce geste. Mon intention n'est point de retracer ici tous les incidents de ce procès. J'ai assez longuement rappelé toutes les étapes de l'affaire pour ne point imposer au lecteur le défilé nouveau des événements entourés de leur mystère. J'ai hâte d'arriver au moment vraiment dramatique de cette journée inoubliable. Il survint, comme maître Henri Robert posait quelques questions au père Mathieu, qui, à la barre des témoins, se défendait, entre ces 2 gendarmes, d'avoir assassiné l'homme vert. Sa femme fut appelée et confrontée avec lui. Elle avoua, en éclatant en sanglots, qu'elle avait été l'amie du garde, que son mari s'en était douté, mais elle affirma encore que celui-ci n'était pour rien dans l'assassinat de son ami. Maître Henri Robert demanda alors à la cour de bien vouloir entendre immédiatement, sur ce point, Frédéric Larsan. Dans une courte conversation que je viens d'avoir avec Frédéric Larsan, pendant la suspension d'audience, déclara l'avocat, celui-ci m'a fait comprendre que l'on pouvait expliquer la mort du garde autrement que par l'intervention du père Mathieu. Il serait intéressant de connaître l'hypothèse de Frédéric Larsan. Frédéric Larsan fut introduit.
il s'expliqua fort nettement. Je ne vois point, dit-il, la nécessité de faire intervenir le père Mathieu en tout ceci. Je l'ai dit à monsieur de Marquet, mais les propos meurtriers de cet homme lui ont évidemment nui dans l'esprit de monsieur le juge d'instruction. Pour moi, l'assassinat de mademoiselle Stangerson et l'assassinat du garde sont la même affaire. On a tiré sur l'assassin de mademoiselle Stangerson, fuyant dans la cour d'honneur. On a pu croire l'avoir atteint, on a pu croire l'avoir tué. À la vérité, il n'a fait que trébucher au moment où il disparaissait derrière l'aile droite du château. Là, l'assassin a rencontré le garde, qui voulut sans doute s'opposer à sa fuite. L'assassin avait encore à la main le couteau dont il venait de frapper mademoiselle Stangerson. Il en frappa le garde au cœur, et le garde en est mort. Cette explication si simple parut d'autant plus plausible que, déjà, beaucoup de ceux qui s'intéressaient au mystère du Glandier l'avaient trouvée. Un murmure d'approbation se fit entendre. « Et l'assassin, qu'est-il devenu dans tout cela ?» demanda le président. « Il s'est évidemment caché, monsieur le président, dans un coin obscur de ce bout de cour, et, après le départ des gens du château qui emportaient le corps, il a pu tranquillement s'enfuir. » À ce moment, du fond du public debout, une voix juvénile s'éleva. Au milieu de la stupeur de tous, elle disait « Je suis de l'avis de Frédéric Larsan pour le coup de couteau au cœur, mais je ne suis plus de son avis sur la manière dont l'assassin s'est enfui du bout de cour. » Tout le monde se retourna. Les huissiers se précipitèrent, ordonnant le silence. Le président demanda avec irritation qui avait élevé la voix et ordonna l'expulsion immédiate de l'intrus. Mais on réentendit la même voix claire qui criait « C'est moi, monsieur le président, c'est moi, Joseph Rouletabille. » Fin du chapitre 26. Chapitre 27, première partie du mystère de la Chambre jaune. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Le mystère de la Chambre jaune par Gaston Leroux, chapitre 27, où Joseph Rouletabille apparaît dans toute sa gloire. Il y eut un remous terrible. On entendit des cris de femmes qui se trouvaient mal. On n'eut plus aucun égard pour la majesté de la justice. Ce fut une bousculade insensée. Tout le monde voulait voir Joseph Rouletabille. Le président cria qu'il allait faire évacuer la salle, mais personne ne l'entendit. Pendant ce temps, Rouletabille sautait par-dessus la balustrade qui le séparait du public assis, se faisait un chemin à grands coups de coude, arrivait auprès de son directeur, qui l'embrassait avec effusion, lui prit sa lettre d'entre les mains, la glissa dans sa poche, pénétra dans la partie réservée du prétoire et parvint ainsi jusqu'à la barre des témoins, bousculant, le visage souriant, heureux, boule écarlate qu'illuminait encore l'éclair intelligent de ses deux grands yeux ronds. Il avait ce costume anglais que je lui avais vu le matin de son départ, mais dans quel état, mon Dieu! L'ulster sur son bras et la casquette de voyage à la main. Et il dit « Je demande pardon, monsieur le président, le transatlantique a eu du retard. J'arrive d'Amérique, je suis Joseph Rouletabille. » On éclata de rire. Tout le monde était heureux de l'arrivée de ce gamin. Il semblait à toutes ces consciences qu'un immense poids venait de leur être enlevé. On respirait. On avait la certitude qu'il apportait réellement la vérité, qu'il allait faire connaître la vérité. Mais le président était furieux. « Ah, vous êtes Joseph Rouletabille, » reprit le président. « Eh bien, je vous apprendrai, jeune homme, à vous moquer de la justice. En attendant que la Cour délibère sur votre cas, je vous retiens à la disposition de la justice, en vertu de mon pouvoir discrétionnaire. »« Mais, monsieur le président, je ne demande que cela, être à la disposition de la justice. Je suis venu m'y mettre, à la disposition de la justice. Si mon entrée a fait un peu de tapage, j'en demande bien pardon à la Cour. Croyez bien, monsieur le président, que nul, plus que moi, n'a le respect de la justice. Mais je suis entré comme j'ai pu. » Et il se mit à rire, et tout le monde rit. « Emmenez-le, » commanda le président. Mais maître Henri Robert intervint. Il commença par excuser le jeune homme, il le montra animé des meilleurs sentiments, il fit comprendre au président qu'on pouvait difficilement se passer de la déposition d'un témoin qui avait couché au Glandier pendant toute la semaine mystérieuse, d'un témoin surtout qui prétendait prouver l'innocence de l'accusé et apporter le nom de l'assassin. « Vous allez nous dire le nom de l'assassin » demanda le président, ébranlé, mais sceptique.
Mais, mon président, je ne suis venu que pour ça, fit Rouletabille. On faillit applaudir dans le prétoire, mais les chutes énergiques des huissiers rétablirent le silence. Joseph Rouletabille, dit maître Henri Robert, n'est pas cité régulièrement comme témoin, mais j'espère qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, monsieur le président voudra bien l'interroger. C'est bien, fit le président. Nous l'interrogerons. Mais finissons-en d'abord. L'avocat général se leva. Il vaudrait peut-être mieux, fit remarquer le représentant du ministère public, que ce jeune homme nous dise tout de suite le nom de celui qu'il dénonce comme étant l'assassin. Le président acquiesça avec une ironique réserve. Si monsieur l'avocat général attache quelque importance à la déposition de monsieur Joseph Rouletabille, je ne vois point d'inconvénient à ce que le témoin nous dise tout de suite le nom de son assassin. On eût entendu voler une mouche. Rouletabille se taisait, regardant avec sympathie monsieur Robert Darzac, qui, lui, pour la première fois, depuis le commencement du débat, montrait un visage agité et plein d'angoisse. Eh bien, répéta le président, on vous écoute, monsieur Joseph Rouletabille. Nous attendons le nom de l'assassin. Rouletabille fouilla tranquillement dans la poche de son gousset, en tira un énorme oignon, y regarda l'heure et dit « Monsieur le président, je ne pourrai vous dire le nom de l'assassin qu'à 6h30. Nous avons encore 4 bonnes heures devant nous. » La salle fit entendre des murmures étonnés et désappointés. Quelques avocats dirent à haute voix « Il se moque de nous !» Le président avait l'air enchanté. Maître Henri Robert et André S. étaient ennuyés. Le président dit « Cette plaisanterie a assez duré. Vous pouvez vous retirer, monsieur, dans la salle des témoins. Je vous garde à notre disposition. » Rouletabille protesta. « Je vous affirme, monsieur le président, s'écria-t-il, de sa voix aiguë et claironnante, je vous affirme que, lorsque je vous aurai dit le nom de l'assassin, vous comprendrez que je ne pouvais vous le dire qu'à 6h30. Parole d'honnête homme, foi de Rouletabille. Mais, en attendant, je peux toujours vous donner quelques explications sur l'assassinat du garde. Monsieur Frédéric Larsan, qui m'a vu travailler au Glandier, pourrait vous dire avec quel soin j'ai étudié toute cette affaire. J'ai beau être d'un avis contraire au sien et prétendre qu'en faisant arrêter monsieur Robert Darzac, il a fait arrêter un innocent, il ne doute pas, lui, de ma bonne foi, ni de l'importance qu'il faut attacher à mes découvertes, qui ont souvent corroboré les siennes. Frédéric Larsan dit « Monsieur le Président, il serait intéressant d'entendre monsieur Joseph Rouletabille. D'autant plus intéressant qu'il n'est pas de mon avis. » Un murmure d'approbation accueillit cette parole du policier. Il acceptait le duel en beau joueur. La joute promettait d'être curieuse entre ces deux intelligences qui s'étaient acharnées au même tragique problème et qui étaient arrivées à 2 solutions différentes. Comme le président se taisait, Frédéric Larsan continua. Ainsi nous sommes d'accord pour le coup de couteau au cœur qui a été donné au garde par l'assassin de mademoiselle Stangerson. Mais puisque nous ne sommes plus d'accord sur la question de la fuite de l'assassin dans le bout de cour, il serait curieux de savoir comment m. Rouletabille explique cette fuite. Évidemment, fit mon ami, ce serait curieux. Toute la salle partit encore à rire. Le président déclara aussitôt que, si un pareil fait se renouvelait, il n'hésiterait pas à mettre à exécution sa menace de faire évacuer la salle. Vraiment, termina le président, dans une affaire comme celle-là, je ne vois pas ce qui peut prêter à rire. Moi non plus, dit Rouletabille. Des gens, devant moi, s'enfoncèrent leurs mouchoirs dans la bouche pour ne pas éclater. Allons, fit le président. Vous avez entendu, jeune homme, ce que vient de dire m. Frédéric Larsan. Comment, selon vous, l'assassin s'est-il enfui du bout de cour? Rouletabille regarda madame Mathieu, qui lui sourit tristement. Puisque madame Mathieu, dit-il, a bien voulu avouer tout l'intérêt qu'elle portait au garde. La coquine! S'écria le père Mathieu. Faites sortir le père Mathieu, ordonna le président. On emmena le père Mathieu. Rouletabille reprit. Puisqu'elle a fait cet aveu, je puis bien vous dire qu'elle avait souvent des conversations, la nuit, avec le garde, au premier étage du donjon, dans la chambre qui fut, autrefois, un oratoire. Ces conversations furent surtout fréquentes dans les derniers temps, quand le père Mathieu était cloué au lit par ses rhumatismes. Une piqûre de morphine, administrée à propos, donnait au père Mathieu le calme et le repos, et tranquillisait son épouse pour les quelques heures pendant lesquelles elle était dans la nécessité de s'absenter. Madame Mathieu venait au château, la nuit, enveloppée dans un grand châle noir qui lui servait autant que possible à dissimuler sa personnalité et la faisait ressembler à un sombre fantôme qui, parfois,
troubla les nuits du père Jacques. Pour prévenir son ami de sa présence, madame Mathieu avait emprunté au chat de la mère Agenoux, une vieille sorcière de Sainte-Geneviève-des-Bois, son miaulement sinistre. Aussitôt, le garde descendait de son donjon et venait ouvrir la petite poterne à sa maîtresse. Quand les réparations du donjon furent récemment entreprises, les rendez-vous n'en eurent pas moins lieu dans l'ancienne chambre du garde, au donjon même, la nouvelle chambre, qu'on avait momentanément abandonnée à ce malheureux serviteur, à l'extrémité de l'aile droite du château, n'étant séparée du ménage du maître d'hôtel et de la cuisinière que par une trop mince cloison. Madame Mathieu venait de quitter le garde en parfaite santé, quand le drame du petit bout de cour survint. Madame Mathieu et le garde, n'ayant plus rien à se dire, étaient sortis du donjon ensemble. Je n'ai appris ces détails, monsieur le président, que par l'examen auquel je me livrais des traces de pas dans la cour d'honneur le lendemain matin. Bernier, le concierge, que j'avais placé avec son fusil en observation derrière le donjon, ainsi que je lui permettrai de vous l'expliquer lui-même, ne pouvait voir ce qui se passait dans la cour d'honneur. Il n'y arriva un peu plus tard qu'attiré par les coups de revolver, et tira à son tour. Voici donc le garde et madame Mathieu, dans la nuit et le silence de la cour d'honneur. Ils se souhaitent le bonsoir. Madame Mathieu se dirige vers la grille ouverte de cette cour, et lui s'en retourne se coucher dans sa petite pièce en encorbellement, à l'extrémité de l'aile droite du château. Il va atteindre sa porte, quand des coups de revolver retentissent. Il se retourne. Anxieux, il revient sur ses pas. Il va atteindre l'angle de l'aile droite du château quand une ombre bondit sur lui et le frappe. Il meurt. Son cadavre est ramassé tout de suite par des gens qui croient tenir l'assassin et qui n'emportent que l'assassiné. Pendant ce temps, que fait madame Mathieu? Surprise par les détonations et par l'envahissement de la cour, elle se fait la plus petite qu'elle peut dans la nuit et dans la cour d'honneur. La cour est vaste et, se trouvant près de la grille, madame Mathieu pouvait passer inaperçue. Mais elle ne passa pas. Elle resta et vit emporter le cadavre. Le cœur serré d'une angoisse bien compréhensible et poussée par un tragique pressentiment, elle vint jusqu'au vestibule du château, jeta un regard sur l'escalier éclairé par le lumignon du père Jacques, l'escalier où on avait étendu le corps de son ami. Elle vit et s'enfuit. Avait-elle éveillé l'attention du père Jacques? Toujours est-il que celui-ci rejoignit le fantôme noir, qui déjà lui avait fait passer quelques nuits blanches. Cette nuit même, avant le crime, il avait été réveillé par les cris de la bête du bon Dieu, et avait aperçu, par sa fenêtre, le fantôme noir. Il s'était hâtivement vêtu, et c'est ainsi que l'on s'explique qu'il arriva dans le vestibule, tout habillé, quand nous apportâmes le cadavre du garde. Donc, cette nuit-là, dans la cour d'honneur, il a voulu sans doute, une fois pour toutes, regarder de tout près la figure du fantôme. Il l'a reconnue. Le père Jacques est un vieil ami de madame Mathieu. Elle dut lui avouer ses nocturnes entretiens et le supplier de la sauver de ce moment difficile. L'état de madame Mathieu, qui venait de voir son ami mort, devait être pitoyable. Le père Jacques eut pitié et accompagna madame Mathieu, à travers la chênaie et hors du parc, par-delà même les bords de l'étang, jusqu'à la route d'Épinay. Là, elle n'avait plus que quelques mètres à faire pour rentrer chez elle. Le père Jacques revint au château, et, se rendant compte de l'importance judiciaire qu'il y aurait pour la maîtresse du garde à ce qu'on ignorât sa présence au château, cette nuit-là, essaya autant que possible de nous cacher cet épisode dramatique d'une nuit qui, déjà, en comptait tant. Je n'ai nul besoin, ajouta Rouletabille, de demander à madame Mathieu et au père Jacques de corroborer ce récit. Je sais que les choses se sont passées ainsi. Je ferai simplement appel au souvenir de M. Larsan, qui, lui, comprend déjà comment j'ai tout appris, car il m'a vu, le lendemain matin, penché sur une double piste où l'on rencontrait voyageant de compagnie l'empreinte des pas du père Jacques et de ceux de madame. Ici, Rouletabille se tourna vers madame Mathieu, qui était restée à la barre, et lui fit un salut galant. Les empreintes des pieds de madame, expliqua Rouletabille, ont une ressemblance étrange avec les traces des pieds élégants de l'assassin. Madame Mathieu tressaillit et fixa avec une curiosité farouche le jeune reporter. Qu'osait-il dire? Que voulait-il dire? Madame a le pied élégant, long et plutôt un peu grand pour une femme. C'est, au bout pointu de la bottine près, le pied de l'assassin. Il y eut quelques mouvements dans l'auditoire. Rouletabille, d'un geste, les fit cesser. On eût dit vraiment que c'était lui, maintenant,
qui commandait la police de l'audience. Je m'empresse de dire, fit-il, que ceci ne signifie pas grand'chose, et qu'un policier qui bâtirait un système sur des marques extérieures semblables, sans mettre une idée générale autour, irait tout de go à l'erreur judiciaire. M. Robert Darzac, lui aussi, a les pieds de l'assassin, et cependant, il n'est pas l'assassin. Nouveau mouvement. Le président demanda à madame Mathieu: c'est bien ainsi que, ce soir-là, les choses se sont passées pour vous, madame? Oui, monsieur le président, répondit-elle. C'est à croire que monsieur Rouletabille était derrière nous. Vous avez donc vu fuir l'assassin jusqu'à l'extrémité de l'aile droite, madame? Oui, comme j'ai vu emporter, 1 minute plus tard, le cadavre du garde. Et l'assassin, qu'est-il devenu? Vous étiez resté seul dans la cour d'honneur. Il serait tout naturel que vous l'ayez aperçu alors. Il ignorait votre présence, et le moment était venu pour lui de s'échapper. Je n'ai rien vu, monsieur le président, gémit madame Mathieu. À ce moment, la nuit était devenue très noire. C'est donc, fit le président, monsieur Rouletabille qui nous expliquera comment l'assassin s'est enfui. Évidemment, répliqua aussitôt le jeune homme avec une telle assurance que le président lui-même ne put s'empêcher de sourire. Et Rouletabille reprit la parole. Il était impossible à l'assassin de s'enfuir normalement du bout de cour dans lequel il était entré sans que nous le vissions. Si nous ne l'avions pas vu, nous l'eussions touché. C'est un pauvre petit bout de cour de rien du tout, un carré entouré de fossés et de hautes grilles. L'assassin eût marché sur nous ou nous eussions marché sur lui. Ce carré était aussi quasi matériellement fermé par les fossés, les grilles et par nous-mêmes que la chambre jaune. Alors, dites-nous donc, puisque l'homme est entré dans ce carré, dites-nous donc comment il se fait que vous ne l'ayez point trouvé. Voilà 1/2 heure que je ne vous demande que cela. Rouletabille ressortit une fois encore l'oignon qui garnissait la poche de son gilet. Il y jeta un regard calme et dit: Monsieur le Président, vous pouvez me demander cela encore pendant 3h30, je ne pourrai vous répondre sur ce point qu'à 6h30. Cette fois-ci les murmures ne furent ni hostiles ni désappointés. On commençait à avoir confiance en Rouletabille. On lui faisait confiance. Et l'on s'amusait de cette prétention qu'il avait de fixer une heure au président, comme il eût fixé un rendez-vous à un camarade. Quant au président, après s'être demandé s'il devait se fâcher, il prit son parti de s'amuser de ce gamin, comme tout le monde. Rouletabille dégageait de la sympathie, et le président en était déjà tout imprégné. Enfin, il avait si nettement défini le rôle de madame Mathieu dans l'affaire, et si bien expliqué chacun de ses gestes, cette nuit-là, que m de Rocoux se voyait obligé de le prendre presque au sérieux. Eh bien, monsieur Rouletabille, fit-il, c'est comme vous voudrez, mais que je ne vous revoie plus avant 6h30. Rouletabille salua le président, et, dodelinant de sa grosse tête, se dirigea vers la porte des témoins. Son regard me cherchait. Il ne me vit point. Alors je me dégageai tout doucement de la foule qui m'enserrait, et je sortis de la salle d'audience, presque en même temps que Rouletabille. Cet excellent ami m'accueillit avec effusion. Il était heureux et loquace. Il me secouait les mains avec jubilation. Je lui dis: je ne vous demanderai point, mon cher ami, ce que vous êtes allé faire en Amérique. Vous me répliqueriez sans doute, comme au président, que vous ne pouvez me répondre qu'à 6h30. Non, mon cher Sainclair, non, mon cher Sainclair. Je vais vous dire tout de suite ce que je suis allé faire en Amérique, parce que vous êtes un ami. Je suis allé chercher le nom de la seconde moitié de l'assassin. Vraiment, vraiment, le nom de la seconde moitié? Parfaitement. Quand nous avons quitté le Glandier pour la dernière fois, je connaissais les 2 moitiés de l'assassin et le nom de l'une de ces moitiés. C'est le nom de l'autre moitié que je suis allé chercher en Amérique. Nous entrions, à ce moment, dans la salle des témoins. Ils vinrent tous à Rouletabille avec force démonstration. Le reporter fut très aimable, si ce n'est avec Arthur Rance, auquel il montra une froideur marquée. Frédéric Larsan, entrant alors dans la salle, Rouletabille alla à lui administra une de ces poignées de main dont il avait le douloureux secret, et dont on revient avec les phalanges brisées. Pour lui montrer tant de sympathie, Rouletabille devait être bien sûr de l'avoir roulé. Larsan souriait, sûr de lui-même, et lui demandant, à son tour, ce qu'il était allé faire en Amérique. Alors Rouletabille, très aimable, le prit par le bras et lui conta 10 anecdotes de son voyage. À un moment, ils s'éloignèrent, s'entretenant de choses plus sérieuses, et, par discrétion, je les quittai.
Du reste, j'étais fort curieux de rentrer dans la salle d'audience, où l'interrogatoire des témoins continuait. Je retournai à ma place, et je pus constater tout de suite que le public n'attachait qu'une importance relative à ce qui se passait alors, et qu'il attendait impatiemment 6h30. Ces 6h30 sonnèrent, et Joseph Rouletabille fut à nouveau introduit. Décrire l'émotion avec laquelle la foule le suivit des yeux à la barre serait impossible. On ne respirait plus. M. Robert Darzac s'était levé à son banc. Il était pâle comme un mort. Le président dit avec gravité: « Je ne vous fais pas prêter serment, monsieur. Vous n'avez pas été cité régulièrement. Mais j'espère qu'il n'est pas besoin de vous expliquer toute l'importance des paroles que vous allez prononcer ici. » Et il ajouta, menaçant: « Toute l'importance de ces paroles, pour vous, sinon pour les autres. » Rouletabille, nullement ému, le regardait. Il dit: « Oui, monsieur. » « Voyons, » fit le président. « Nous parlions tout à l'heure de ce petit bout de cour qui avait servi de refuge à l'assassin, et vous nous promettiez de nous dire, à 6h30, comment l'assassin s'est enfui de ce bout de cour, et aussi le nom de l'assassin. Il est 6h35, monsieur Rouletabille, et nous ne savons encore rien. »« Voilà, monsieur, » commença mon ami au milieu d'un silence si solennel que je ne me rappelle pas en avoir vu de semblable. « Je vous ai dit que ce bout de cour était fermé, et qu'il était impossible pour l'assassin de s'échapper de ce carré sans que ceux qui étaient à sa recherche s'en aperçussent. C'est l'exacte vérité. Quand nous étions là, dans le carré de bout de cour, l'assassin s'y trouvait encore avec nous. »« Et vous ne l'avez pas vu ? C'est bien ce que l'accusation prétend. »« Et nous l'avons tous vu, monsieur le président, » s'écria Rouletabille. « Et vous ne l'avez pas arrêté ? » Il n'y avait que moi qui sus qu'il était l'assassin. Et j'avais besoin que l'assassin ne fût pas arrêté tout de suite. Et puis je n'avais d'autre preuve, à ce moment, que ma raison. Oui, seule ma raison me prouvait que l'assassin était là et que nous le voyions. J'ai pris mon temps pour apporter, aujourd'hui, en cour d'assises, une preuve irréfutable et qui, je m'y engage, contentera tout le monde. « Mais parlez, parlez, monsieur! Dites-nous quel est le nom de l'assassin » fit le président. « Vous le trouverez parmi les noms de ceux qui étaient dans le bout de cour, » répliqua Rouletabille, qui, lui, ne semblait pas pressé. On commençait à s'impatienter dans la salle. « Le nom !» murmurait-on. Rouletabille, sur un ton qui méritait des gifles, dit: « Je laisse un peu traîner cette déposition, la mienne, monsieur le président, parce que j'ai des raisons pour cela. »« Le nom !» répétait la foule. « Silence !» glapit l'huissier. Le président dit: « Il faut tout de suite nous dire le nom, monsieur. Ceux qui se trouvaient dans le bout de cour étaient le garde, mort. Est-ce lui l'assassin? Non, monsieur. Le père Jacques? Non, monsieur. Le concierge Bernier? Non, monsieur. Monsieur Sainclair? Non, monsieur. Monsieur Arthur William Rance, alors. Il ne reste que monsieur Arthur Rance et vous. Vous n'êtes pas l'assassin, non? Non, monsieur. Alors vous accusez monsieur Arthur Rance? Non, monsieur. Je ne comprends plus. Où voulez-vous en venir? Il n'y avait plus personne dans le bout de cour. Si, monsieur. Il n'y avait personne dans le bout de cour, ni au-dessous, mais il y avait quelqu'un au-dessus, quelqu'un penché à sa fenêtre, sur le bout de cour. « Frédéric Larsan » s'écria le président. « Frédéric Larsan » répondit d'une voix éclatante Rouletabille. Et, se retournant vers le public qui faisait entendre déjà des protestations, il lui lança ces mots avec une force dont je ne le croyais pas capable. « Frédéric Larsan, l'assassin !» Une clameur où s'exprimaient l'ahurissement, la consternation, l'indignation, l'incrédulité et, chez certains, l'enthousiasme pour le petit bonhomme assez audacieux pour oser une pareille accusation, remplit la salle. Le président n'essaya même pas de la calmer. Quand elle fut tombée d'elle-même, sous les chutes énergiques de ceux qui voulaient tout de suite en savoir davantage, on entendit distinctement Robert Darzac qui, se laissant retomber sur son banc, disait: « C'est impossible. Il est fou. » Le président: « Vous osez, monsieur, accuser Frédéric Larsan? Voyez l'effet d'une pareille accusation. Monsieur Robert Darzac lui-même vous traite de fou. Si vous ne l'êtes pas, vous devez avoir des preuves. »« Des preuves, monsieur? Vous voulez des preuves? Ah, je vais vous en donner une de preuve, » fit la voix aiguë de Rouletabille. « Qu'on fasse venir Frédéric Larsan. » Le président: « Huissier, appelez Frédéric Larsan. » L'huissier courut à la petite porte,
l'ouvrit, disparut. La petite porte était restée ouverte. Tous les yeux étaient sur cette petite porte. L'huissier réapparut. Il s'avança au milieu du prétoire et dit: Monsieur le Président, Frédéric Larsan n'est pas là. Il est parti vers 4 heures et on ne l'a plus revu. Rouletabille clama, triomphant: Ma preuve, la voilà. Expliquez-vous. Quelle preuve? Demanda le président. Ma preuve irréfutable, fit le jeune reporter. Ne voyez-vous pas que c'est la fuite de Larsan? Je vous jure qu'il ne reviendra pas. Allez. Vous ne reverrez plus Frédéric Larsan. Rumeur au fond de la salle. Si vous ne vous moquez pas de la justice, pourquoi, monsieur, n'avez-vous pas profité de ce que Larsan était avec vous, à cette barre, pour l'accuser en face? Au moins il aurait pu vous répondre. Quelle réponse eût été plus complète que celle-ci, monsieur le président? Il ne me répond pas. Il ne me répondra jamais. J'accuse Larsan d'être l'assassin, et il se sauve. Vous trouvez que ce n'est pas une réponse, ça? Nous ne voulons pas croire, nous ne croyons point que Larsan, comme vous dites, se soit sauvé. Comment se serait-il sauvé? Il ne savait pas que vous alliez l'accuser? Si, monsieur, il le savait, puisque je le lui ai appris moi-même, tout à l'heure. Vous avez fait cela? Vous croyez que Larsan est l'assassin, et vous lui donnez les moyens de fuir? Oui, monsieur le président, j'ai fait cela, répliqua Rouletabille avec orgueil. Je ne suis pas de la justice, moi. Je ne suis pas de la police, moi. Je suis un humble journaliste, et mon métier n'est point de faire arrêter les gens. Je sers la vérité comme je veux. C'est mon affaire. Préservez, vous autres, la société, comme vous pouvez, c'est la vôtre. Mais ce n'est pas moi qui apporterai une tête au bourreau. Si vous êtes juste, monsieur le président, et vous l'êtes, vous trouverez que j'ai raison. Ne vous ai-je pas dit, tout à l'heure, que vous comprendriez que je ne pouvais prononcer le nom de l'assassin avant 6h30. J'avais calculé que ce temps était nécessaire pour avertir Frédéric Larsan, lui permettre de prendre le train de 4h17 pour Paris, où il saurait se mettre en sûreté. 1 heure pour arriver à Paris, 1h15 pour qu'il pût faire disparaître toute trace de son passage. Cela nous amenait à 6h30. Vous ne retrouverez pas Frédéric Larsan, déclara Rouletabille en fixant M. Robert Darzac. Il est trop malin. C'est un homme qui vous a toujours échappé, et que vous avez longtemps et vainement poursuivi. S'il est moins fort que moi, ajouta Rouletabille en riant de bon cœur et en riant tout seul, car personne n'avait plus envie de rire, il est plus fort que toutes les polices de la terre. Cet homme qui, depuis 4 ans, s'est introduit à la sûreté et y est devenu célèbre sous le nom de Frédéric Larsan, est autrement célèbre sous un autre nom que vous connaissez bien. Frédéric Larsan, monsieur le président, c'est Ballmeyer. Ballmeyer? S'écria le président. Ballmeyer? Fit Robert Darzac en se soulevant. Ballmeyer! C'était donc vrai? Ah ah, monsieur Darzac, vous ne croyez plus que je suis fou maintenant. Ballmeyer! 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 On n'entendait plus que ce nom dans la salle. Le président suspendit l'audience. Vous pensez si cette suspension d'audience fut mouvementée. Le public avait de quoi s'occuper. Ballmeyer, on trouvait décidément le gamin épatant. Ballmeyer, mais le bruit de sa mort avait couru, il y avait de cela quelques semaines. Ballmeyer avait donc échappé à la mort comme, toute sa vie, il avait échappé aux gendarmes. Est-il nécessaire que je rappelle ici les hauts faits de Ballmeyer? Ils ont, pendant 20 ans, défrayé la chronique judiciaire et la rubrique des faits divers. Et, si quelques-uns de mes lecteurs ont pu oublier l'affaire de la Chambre jaune, ce nom de Ballmeyer n'est certainement pas sorti de leur mémoire. Ballmeyer fut le type même de l'escroc du grand monde. Il n'était point de gentleman plus gentleman que lui. Il n'était point de prestidigitateur plus habile de ses doigts que lui. Il n'était point d'apache, comme on dit aujourd'hui, plus audacieux et plus terrible que lui. Reçu dans la meilleure société, inscrit dans les cercles les plus fermés, il avait volé l'honneur des familles et l'argent des pontes avec une maestria qui ne fut jamais dépassée. Dans certaines occasions difficiles, il n'avait pas hésité à faire le coup de couteau ou le coup de l'os de mouton. Du reste, il n'hésitait jamais, et aucune entreprise n'était au-dessus de ses forces. Étant tombé une fois entre les mains de la justice, il s'échappa, le matin de son procès, en jetant du poivre dans les yeux des gardes qui le conduisaient à la cour d'assises. On sut plus tard que, le jour de sa fuite, pendant que les plus fins limiers de la sûreté étaient à ses trousses, il assistait, tranquillement, nullement maquillé, à une première du Théâtre-Français.
Il avait ensuite quitté la France pour travailler en Amérique, et la police de l'État d'Ohio avait, un beau jour, mis la main sur l'exceptionnel bandit. Mais le lendemain, il s'échappait encore. Ballmeyer, il faudrait un volume pour parler ici de Ballmeyer. Et c'est cet homme qui était devenu Frédéric Larsan? Et c'est ce petit gamin de Rouletabille qui avait découvert cela? Et c'est lui aussi, ce moutard, qui, connaissant le passé d'un Ballmeyer, lui permettait, une fois de plus, de faire la nique à la société en lui fournissant le moyen de s'échapper? À ce dernier point de vue, je ne pouvais qu'admirer Rouletabille, car je savais que son dessein était de servir jusqu'au bout M. Robert Darzac et Mlle Stangerson en les débarrassant du bandit sans qu'il parlât. On n'était pas encore remis d'une pareille révélation, et j'entendais déjà les plus pressés s'écrier: en admettant que l'assassin soit Frédéric Larsan, cela ne nous explique pas comment il est sorti de la chambre jaune. Quand l'audience fut reprise. Fin de la première partie du chapitre 27. Deuxième partie du chapitre 27 du mystère de la chambre jaune. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux, chapitre 27, deuxième partie. Rouletabille fut appelé immédiatement à la barre et son interrogatoire, car il s'agissait là plutôt d'un interrogatoire que d'une déposition, reprit. Le président: vous nous avez dit tout à l'heure, monsieur, qu'il était impossible de s'enfuir du bout de cour. J'admets, avec vous, je veux bien admettre que, puisque Frédéric Larsan se trouvait penché à sa fenêtre, au-dessus de vous, il fut encore dans ce bout de cour. Mais, pour se trouver à sa fenêtre, il lui avait fallu quitter ce bout de cour. Il s'était donc enfui. Et comment? Rouletabille: j'ai dit qu'il n'avait pu s'enfuir normalement. Il s'est donc enfui anormalement. Car le bout de cour, je l'ai dit aussi, n'était que quasi fermé, tandis que la chambre jaune l'était tout à fait. On pouvait grimper au mur, chose impossible dans la chambre jaune, se jeter sur la terrasse, et de là, pendant que nous étions penchés sur le cadavre du garde, pénétrer de la terrasse dans la galerie par la fenêtre qui donne juste au-dessus. Larsan n'avait plus qu'un pas à faire pour être dans sa chambre, ouvrir sa fenêtre et nous parler. Ceci n'était qu'un jeu d'enfant pour un acrobate de la force de Ballmeyer. Et, monsieur le président, voici la preuve de ce que j'avance. Ici, Rouletabille tira de la poche de son veston un petit paquet qu'il ouvrit et dont il tira une cheville. Tenez, monsieur le président, voici une cheville qui s'adapte parfaitement dans un trou que l'on trouve encore dans le corbeau de droite qui soutient la terrasse en encorbellement. Larsan, qui prévoyait tout et qui songeait à tous les moyens de fuite autour de sa chambre, chose nécessaire quand on joue son jeu, avait enfoncé préalablement cette cheville dans ce corbeau. Un pied sur la borne qui est au coin du château, un autre pied sur la cheville, une main à la corniche de la porte du garde, l'autre main à la terrasse, et Frédéric Larsan disparaît dans les airs, d'autant mieux qu'il est fort ingambe et que, ce soir-là, il n'était nullement endormi par un narcotique, comme il avait voulu nous le faire croire. Nous avions dîné avec lui, monsieur le président, et, au dessert, il nous joua le coup du monsieur qui tombe de sommeil, car il avait besoin d'être, lui aussi, endormi, pour que, le lendemain, on ne s'étonnât point que moi, Joseph Rouletabille, j'ai été victime d'un narcotique en dînant avec Larsan. Du moment que nous avions subi le même sort, les soupçons ne l'atteignaient point et s'égaraient ailleurs. Car moi, monsieur le président, moi, j'ai été bel et bien endormi, et par Larsan lui-même, et comment? Si je n'avais pas été dans ce triste état, jamais Larsan ne se serait introduit dans la chambre de Mlle Stangerson ce soir-là, et le malheur ne serait pas arrivé. On entendit un gémissement. C'était M. Darzac qui n'avait pu retenir sa douloureuse plainte. Vous comprenez, ajouta Rouletabille, que, couchant à côté de lui, je gênais particulièrement Larsan, cette nuit-là, car il savait, ou du moins il pouvait se douter, que, cette nuit-là, je veillais. Naturellement, il ne pouvait pas croire une seconde que je le soupçonnais, lui. Mais je pouvais le découvrir au moment où il sortait de sa chambre pour se rendre dans celle de Mlle Stangerson. Il attendit, cette nuit-là, pour pénétrer chez Mlle Stangerson, que je fusse endormi et que mon ami Sainclair fût occupé dans ma propre chambre à me réveiller. 10 minutes plus tard, Mlle Stangerson criait à la mort. Comment étiez-vous arrivé à soupçonner, alors, Frédéric Larsan?
demanda le président. Le bon bout de ma raison me l'avait indiqué, monsieur le président. Aussi j'avais l'œil sur lui. Mais c'est un homme terriblement fort, et je n'avais pas prévu le coup du narcotique. Oui, oui, le bon bout de ma raison me l'avait montré. Mais il me fallait une preuve palpable, comme qui dirait le voir au bout de mes yeux après l'avoir vu au bout de ma raison. Qu'est-ce que vous entendez par le bon bout de votre raison? Eh, monsieur le président, la raison a deux bouts, le bon et le mauvais. Il n'y en a qu'un sur lequel vous puissiez vous appuyer avec solidité, c'est le bon. On le reconnaît à ce que rien ne peut le faire craquer, ce bout-là, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez. Au lendemain de la galerie inexplicable, alors que j'étais comme le dernier des misérables hommes qui ne savent point se servir de leur raison, parce qu'ils ne savent par où la prendre, que j'étais courbé sur la terre et sur les fallacieuses traces sensibles, je me suis relevé soudain en m'appuyant sur le bon bout de ma raison, et je suis monté dans la galerie. Là, je me suis rendu compte que l'assassin que nous avions poursuivi n'avait pu, cette fois, ni normalement, ni anormalement, quitter la galerie. Alors, avec le bon bout de ma raison, j'ai tracé un cercle dans lequel j'ai enfermé le problème, et, autour du cercle, j'ai déposé mentalement ces lettres flamboyantes. Puisque l'assassin ne peut être en dehors du cercle, il est dedans. Qui vois-je donc dans ce cercle? Le bon bout de ma raison me montre, outre l'assassin qui doit nécessairement s'y trouver, le père Jacques, M. Stangerson, Frédéric Larsan et moi. Cela devait donc faire, avec l'assassin, 5 personnages. Or, quand je cherche dans le cercle, ou si vous préférez, dans la galerie, pour parler matériellement, je ne trouve que 4 personnages. Et il est démontré que le 5e n'a pu s'enfuir, n'a pu sortir du cercle. Donc, j'ai, dans le cercle, un personnage qui est 2, c'est-à-dire qui est, outre son personnage, le personnage de l'assassin. Pourquoi ne m'en étais-je pas aperçu déjà? Tout simplement parce que le phénomène du doublement du personnage ne s'était pas passé sous mes yeux. Avec qui, des 4 personnes enfermées dans le cercle, l'assassin a-t-il pu se doubler sans que je l'aperçoive? Certainement pas avec les personnes qui me sont apparues à un moment dédoublées de l'assassin. Ainsi ai-je vu, en même temps, dans la galerie, M. Stangerson est l'assassin, le père Jacques est l'assassin, moi et l'assassin. L'assassin ne saurait donc être ni M. Stangerson, ni le père Jacques, ni moi. Et puis, si c'était moi l'assassin, je le saurais bien, n'est-ce pas, monsieur le président? Avais-je vu, en même temps, Frédéric Larsan et l'assassin? Non. Non, il s'était passé 2 secondes pendant lesquelles j'avais perdu de vue l'assassin, car celui-ci était arrivé, comme je l'ai du reste noté dans mes papiers, 2 secondes avant M. Stangerson, le père Jacques et moi, au carrefour des 2 galeries. Cela avait suffi à Larsan pour enfiler la galerie tournante, enlever sa fausse barbe d'un tour de main, se retourner et se heurter à nous comme s'il poursuivait l'assassin. Ballmeyer en a fait bien d'autres. Et vous pensez bien que ce n'était qu'un jeu pour lui de se grimer de telle sorte qu'il apparut tantôt avec sa barbe rouge à Mlle Stangerson, tantôt à un employé de poste avec un collier de barbe châtain qui le faisait ressembler à M. Darzac, dont il avait juré la perte. Oui, le bon bout de ma raison me rapprochait ces 2 personnages, ou plutôt ces 2 moitiés de personnages, que je n'avais pas vus en même temps, Frédéric Larsan et l'inconnu que je poursuivais, pour en faire l'être mystérieux et formidable que je cherchais, l'assassin. Cette révélation me bouleversa. J'essayais de me ressaisir en m'occupant un peu des traces sensibles, des signes extérieurs qui m'avaient, jusqu'alors, égaré, et qu'il fallait, normalement, faire entrer dans le cercle tracé par le bon bout de ma raison. Quels étaient, tout d'abord, les principaux signes extérieurs, cette nuit-là, qui m'avaient éloigné de l'idée d'un Frédéric Larsan assassin? Premièrement, j'avais vu l'inconnu dans la chambre de Mlle Stangerson, et, courant à la chambre de Frédéric Larsan, j'y avais trouvé Frédéric Larsan bouffi de sommeil. Deuxièmement, l'échelle. Troisièmement, j'avais placé Frédéric Larsan au bout de la galerie tournante, en lui disant que j'allais sauter dans la chambre de Mlle Stangerson pour essayer de prendre l'assassin. Or, j'étais retourné dans la chambre de Mlle Stangerson, où j'avais retrouvé mon inconnu. Le premier signe extérieur ne m'embarrassa guère. Il est probable que, lorsque je descendis de mon échelle, après avoir vu l'inconnu dans la chambre de Mlle Stangerson, celui-ci avait déjà fini ce qu'il avait à y faire. Alors, pendant que je rentrais dans le château, il rentrait, lui,
dans la chambre de Frédéric Larsan, se déshabillait en 2 temps 3 mouvements, et quand je venais frapper à sa porte, montrait un visage de Frédéric Larsan ensommeillé à plaisir. Le second signe, l'échelle, ne m'embarrassa pas davantage. Il était évident que, si l'assassin était Larsan, il n'avait pas besoin d'échelle pour s'introduire dans le château, puisque Larsan couchait à côté de moi. Mais cette échelle devait faire croire à la venue de l'assassin de l'extérieur, chose nécessaire au système de Larsan, puisque, cette nuit-là, M. Darzac n'était pas au château. Enfin, cette échelle, en tout état de cause, pouvait faciliter la fuite de Larsan. Mais le troisième signe extérieur me déroutait tout à fait. Ayant placé Larsan au bout de la galerie tournante, je ne pouvais expliquer qu'il eût profité du moment où j'allais dans l'aile gauche du château trouver M. Stangerson et le père Jacques pour retourner dans la chambre de mlle Stangerson. C'était là un geste bien dangereux. Il risquait de se faire prendre, et il le savait. Et il a failli se faire prendre. N'ayant pas eu le temps de regagner son poste, comme il l'avait certainement espéré, il fallait qu'il eût, pour retourner dans la chambre, une raison bien nécessaire qui lui fût apparue tout à coup, après mon départ, car il n'aurait pas sans cela prêté son revolver. Quant à moi, quand j'envoyai le père Jacques au bout de la galerie droite, je croyais naturellement que Larsan était toujours à son poste au bout de la galerie tournante, et le père Jacques lui-même, à qui, du reste, je n'avais point donné de détails, en se rendant à son poste, ne regarda pas, lorsqu'il passa à l'intersection des 2 galeries, si Larsan était au sien. Le père Jacques ne songeait alors qu'à exécuter mes ordres rapidement. Quelle était donc cette raison imprévue qui avait pu conduire Larsan une seconde fois dans la chambre? Quelle était-elle? Je pensais que ce ne pouvait être qu'une marque sensible de son passage qui le dénonçait. Il avait oublié quelque chose de très important dans la chambre. Quoi? Avait-il retrouvé cette chose? Je me rappelais la bougie sur le parquet et l'homme courbé. Je priai madame Bernier, qui faisait la chambre, de chercher. Et elle trouva un binocle. Ce binocle, monsieur le président. Et Rouletabille sortit de son paquet le binocle que nous connaissons déjà. Quand je vis ce binocle, je fus épouvanté. Je n'avais jamais vu de binocle à Larsan. S'il n'en mettait pas, c'est donc qu'il n'en avait pas besoin. Il en avait moins besoin encore alors dans un moment où la liberté de ses mouvements lui était chose si précieuse. Que signifiait ce binocle? Il n'entrait point dans mon cercle. À moins qu'il ne fût celui d'un presbyte, m'exclamai-je tout à coup. En effet, je n'avais jamais vu écrire Larsan, je ne l'avais jamais vu lire. Il pouvait donc être presbyte. On savait certainement à la sûreté qu'il était presbyte, s'il l'était. On connaissait sans doute son binocle. Le binocle du presbyte Larsan, trouvé dans la chambre de mlle Stangerson, après le mystère de la galerie inexplicable, cela devenait terrible pour Larsan. Ainsi s'expliquait le retour de Larsan dans la chambre. Et, en effet, Larsan-Ballmeyer est bien presbyte, et ce binocle, que l'on reconnaîtra peut-être à la sûreté, est bien le sien. Vous voyez, monsieur, quel est mon système, continua Rouletabille. Je ne demande pas aux signes extérieurs de m'apprendre la vérité. Je leur demande simplement de ne pas aller contre la vérité que m'a désignée le bon bout de ma raison. Pour être tout à fait sûr de la vérité sur Larsan, car Larsan assassin était une exception qui méritait que l'on s'entourât de quelques garanties, j'eus le tort de vouloir voir sa figure. J'en ai été bien puni. Je crois que c'est le bon bout de ma raison qui s'est vengé de ce que, depuis la galerie inexplicable, je ne me sois pas appuyé solidement, définitivement et en toute confiance sur lui, négligeant magnifiquement de trouver d'autres preuves de la culpabilité de Larsan que celles de ma raison. Alors mlle Stangerson a été frappée. Rouletabille s'arrête, se mouche, vivement ému. Mais qu'est-ce que Larsan, demanda le président, venait faire dans cette chambre? Pourquoi a-t-il tenté d'assassiner à 2 reprises mlle Stangerson? Parce qu'il l'adorait, monsieur le président. Voilà évidemment une raison. Oui, monsieur, une raison péremptoire. Il était amoureux fou, et à cause de cela, et de bien d'autres choses aussi, capable de tous les crimes. Mlle Stangerson le savait? Oui, monsieur, mais elle ignorait, naturellement, que l'individu qui la poursuivait ainsi fût Frédéric Larsan, sans quoi Frédéric Larsan ne serait pas venu s'installer au château, et n'aurait pas, la nuit de la galerie inexplicable, pénétré avec nous auprès de mlle Stangerson,
après l'affaire. J'ai remarqué du reste qu'il s'était tenu dans l'ombre et qu'il avait continuellement la face baissée. Ses yeux devaient chercher le binocle perdu. Mlle Stangerson a eu à subir les poursuites et les attaques de Larsan sous un nom et sous un déguisement que nous ignorions, mais qu'elle pouvait connaître déjà. Et vous, monsieur Darzac, demanda le président, vous avez peut-être, à ce propos, reçu les confidences de Mlle Stangerson. Comment se fait-il que Mlle Stangerson n'ait parlé de cela à personne? Cela aurait pu mettre la justice sur les traces de l'assassin. Et si vous êtes innocent, vous aurez épargné la douleur d'être accusé. Mlle Stangerson ne m'a rien dit, fit M. Darzac. Ce que dit le jeune homme vous paraît-il possible? Demanda encore le président. Imperturbablement, M. Robert Darzac répondit. Mlle Stangerson ne m'a rien dit. Comment expliquez-vous que, la nuit de l'assassinat du garde, reprit le président, en se tournant vers Rouletabille, l'assassin ait rapporté les papiers volés à M. Stangerson? Comment expliquez-vous que l'assassin se soit introduit dans la chambre fermée de Mlle Stangerson? Oh, quant à cette dernière question, il est facile, je crois, d'y répondre. Un homme comme Larsan-Ballmeyer devait se procurer ou faire facilement les clés qui lui étaient nécessaires. Quant au vol des documents, je crois que Larsan n'y avait pas d'abord songé. Espionnant partout Mlle Stangerson, bien décidé à empêcher son mariage avec M. Robert Darzac, il suit un jour Mlle Stangerson et M. Robert Darzac dans les grands magasins de la Louve, s'empare du réticule de Mlle Stangerson, que celle-ci perd ou se laisse prendre. Dans ce réticule, il y a une clé à tête de cuivre. Il ne sait pas l'importance qu'a cette clé. Elle lui est révélée par la note que fait paraître Mlle Stangerson dans les journaux. Il écrit à Mlle Stangerson poste restante, comme la note l'en prie. Il demande sans doute un rendez-vous, en faisant savoir que celui qui a le réticule et la clé est celui qui la poursuit, depuis quelque temps, de son amour. Il ne reçoit pas de réponse. Il va constater au bureau 40 que la lettre n'est plus là. Il y va, ayant pris déjà l'allure et autant que possible l'habit de M. Darzac, car, décidé à tout pour avoir Mlle Stangerson, il a tout préparé pour que, quoi qu'il arrive, M. Darzac, aimé de Mlle Stangerson, M. Darzac, qu'il déteste et dont il veut la perte, passe pour le coupable. Je dis quoi qu'il arrive, mais je pense que Larsan ne pensait pas encore qu'il en serait réduit à l'assassinat. Dans tous les cas, ces précautions sont prises pour compromettre Mlle Stangerson sous le déguisement Darzac. Larsan a, du reste, à peu près la taille de Darzac et quasi le même pied. Il ne lui serait pas difficile, s'il est nécessaire, après avoir dessiné l'empreinte du pied de M. Darzac, de se faire, sur ce dessin, des chaussures qu'il chaussera. Ce sont là trucs enfantins pour Larsan-Ballmeyer. Donc, pas de réponse à sa lettre, pas de rendez-vous, et il a toujours la petite clé précieuse dans sa poche. Eh bien, puisque Mlle Stangerson ne vient pas à lui, il ira à elle. Depuis longtemps, son plan est fait. Il s'est documenté sur le Glandier et sur le pavillon. Un après-midi, alors que M. et Mlle Stangerson viennent de sortir pour la promenade, et que le père Jacques lui-même est parti, il s'introduit dans le pavillon par la fenêtre du vestibule. Il est seul pour le moment, il a des loisirs. Il regarde les meubles. L'un d'eux, fort curieux et ressemblant à un coffre-fort, a une toute petite serrure. Tiens, cela l'intéresse. Comme il a sur lui la petite clé de cuivre, il y pense, liaison d'idées. Il essaye la clé dans la serrure, la porte s'ouvre. Des papiers. Il faut que ces papiers soient bien précieux pour qu'on les ait enfermés dans un meuble aussi particulier, pour qu'on tienne tant à la clé qui ouvre ce meuble. Cela peut toujours servir. Un petit chantage. Cela l'aidera peut-être dans ses desseins amoureux. Vite, il fait un paquet de ses paperasses et va le déposer dans le lavatory du vestibule. Entre l'expédition du pavillon et la nuit de l'assassinat du garde, Larsan a eu le temps de voir ce qu'étaient ces papiers. Qu'en ferait-il? Ils sont plutôt compromettants. Cette nuit-là, il les rapporta au château. Peut-être a-t-il espéré du retour de ces papiers, qui représentaient 20 ans de travaux, une reconnaissance quelconque de Mlle Stangerson. Tout est possible dans un cerveau comme celui-là. Enfin, quelle qu'en soit la raison, il a rapporté les papiers, et il en était bien débarrassé. Rouletabille toussa, et je compris ce que signifiait cette toux.
Il était évidemment embarrassé, à ce point de ses explications, par la volonté qu'il avait de ne point donner le véritable motif de l'attitude effroyable de larsan vis-à-vis de mlle stangerson. Son raisonnement était trop incomplet pour satisfaire tout le monde, et le président lui en eût certainement fait l'observation si, malin comme un singe, rouletabille ne s'était écrié: maintenant nous arrivons à l'explication du mystère de la chambre jaune. Il y eut, dans la salle, des remuements de chaises, de légères bousculades, des chut énergiques. La curiosité était poussée à son comble. Mais, fit le président, il me semble, d'après votre hypothèse, monsieur rouletabille, que le mystère de la chambre jaune est tout expliqué. Et c'est frédéric larsan qui nous l'a expliqué lui-même en se contentant de tromper sur le personnage, en mettant m robert darzac à sa propre place. Il est évident que la porte de la chambre jaune s'est ouverte quand m stangerson était seul, et que le professeur a laissé passer l'homme qui sortait de la chambre de sa fille, sans l'arrêter, peut-être même sur la prière de sa fille, pour éviter tout scandale. Non, monsieur le président, protesta avec force le jeune homme. Vous oubliez que mlle stangerson, assommée, ne pouvait plus faire de prière, qu'elle ne pouvait plus refermer sur elle ni le verrou ni la serrure. Vous oubliez aussi que m stangerson a juré sur la tête de sa fille à l'agonie que la porte ne s'était pas ouverte. C'est pourtant, monsieur, la seule façon d'expliquer les choses. La chambre jaune était close comme un coffre-fort. Pour me servir de vos expressions, il était impossible à l'assassin de s'en échapper normalement ou anormalement. Quand on pénètre dans la chambre, on ne le trouve pas. Il faut bien pourtant qu'il s'échappe. C'est tout à fait inutile, monsieur le président. Comment cela? Il n'avait pas besoin de s'échapper s'il n'y était pas. Rumeur dans la salle. Comment il n'y était pas? Évidemment non. Puisqu'il ne pouvait pas y être, c'est qu'il n'y était pas. Il faut toujours, monsieur le président, s'appuyer sur le bon bout de sa raison. Mais toutes les traces de son passage, protesta le président. Ça, monsieur le président, c'est le mauvais bout de la raison. Le bon bout nous indique ceci. Depuis le moment où mlle stangerson s'est enfermée dans sa chambre jusqu'au moment où l'on a défoncé la porte, il est impossible que l'assassin se soit échappé de cette chambre. Et, comme on ne l'y trouve pas, c'est que, depuis le moment de la fermeture de la porte jusqu'au moment où on la défonce, l'assassin n'était pas dans la chambre. Mais les traces. Et, monsieur le président, ça, c'est les marques sensibles, encore une fois. Les marques sensibles avec lesquelles on commet tant d'erreurs judiciaires parce qu'elles vous font dire ce qu'elles veulent. Il ne faut point, je vous le répète, s'en servir pour raisonner. Il faut raisonner d'abord, et voir ensuite si les marques sensibles peuvent entrer dans le cercle de votre raisonnement. J'ai un tout petit cercle de vérité incontestable. L'assassin n'était point dans la chambre jaune. Pourquoi a-t-on cru qu'il y était? À cause des marques de son passage. Mais il peut être passé avant. Que dis-je, il doit être passé avant. La raison me dit qu'il faut qu'il soit passé là avant. Examinons les marques et ce que nous savons de l'affaire, et voyons si ces marques vont à l'encontre de ce passage avant que mlle stangerson s'enferme dans sa chambre, devant son père et le père Jacques. Après la publication de l'article du matin et une conversation que j'eus dans le trajet de Paris à Épinay-sur-Orge avec le juge d'instruction, la preuve me parut faite que la chambre jaune était mathématiquement close et que, par conséquent, l'assassin en avait disparu avant l'entrée de mlle stangerson dans sa chambre, à minuit. Les marques extérieures se trouvaient alors être terriblement contre ma raison. Mlle Stangerson ne s'était pas assassinée toute seule, et ces marques attestaient qu'il n'y avait pas eu suicide. L'assassin était donc venu avant. Mais comment mlle Stangerson n'avait-elle été assassinée qu'après? Ou plutôt, ne paraissait-elle avoir été assassinée qu'après? Il me fallait naturellement reconstituer l'affaire en deux phases bien distinctes l'une de l'autre de quelques heures. La première phase, pendant laquelle on avait réellement tenté d'assassiner mlle Stangerson, tentative qu'elle avait dissimulée. La seconde phase, pendant laquelle, à la suite d'un cauchemar qu'elle avait eu, ceux qui étaient dans le laboratoire avaient cru qu'on l'assassinait. Je n'avais pas encore, alors, pénétré dans la chambre jaune. Quelles étaient les blessures de mlle Stangerson? Des marques de strangulation,
et un coup formidable à la tempe. Les marques de strangulation ne me gênaient pas. Elles pouvaient avoir été faites avant, et mlle Stangerson les avait dissimulées sous une collerette, un boa, n'importe quoi. Car, du moment que je créais, que j'étais obligé de diviser l'affaire en 2 phases, j'étais acculé à la nécessité de me dire que mlle Stangerson avait caché tous les événements de la première phase. Elle avait des raisons, sans doute, assez puissantes pour cela, puisqu'elle n'avait rien dit à son père, et qu'elle dut raconter naturellement au juge d'instruction l'agression de l'assassin dont elle ne pouvait nier le passage, comme si cette agression avait eu lieu la nuit, pendant la seconde phase. Elle y était forcée, sans quoi son père lui eût dit « Que nous as-tu caché là? Que signifie ton silence après une pareille agression ?» Elle avait donc dissimulé les marques de la main de l'homme à son cou. Mais il y avait le coup formidable de la tempe. Ça, je ne le comprenais pas. Surtout quand j'appris que l'on avait trouvé dans la chambre un os de mouton, arme du crime. Elle ne pouvait avoir dissimulé qu'on l'avait assommée, et cependant cette blessure apparaissait évidemment comme ayant dû être faite pendant la première phase, puisqu'elle nécessitait la présence de l'assassin. J'imaginais que cette blessure était beaucoup moins forte qu'on ne le disait, en quoi j'avais tort, et je pensais que mlle Stangerson avait caché la blessure de la tempe sous une coiffure en bandeau. Quant à la marque, sur le mur, de la main de l'assassin blessé par le revolver de mlle Stangerson, cette marque avait été faite évidemment avant, et l'assassin avait été nécessairement blessé pendant la première phase, c'est-à-dire pendant qu'il était là. Toutes les traces du passage de l'assassin avaient été naturellement laissées pendant la première phase: l'os de mouton, les pas noirs, le béret, le mouchoir, le sang sur le mur, sur la porte et par terre. De toute évidence, si ces traces étaient encore là, c'est que mlle Stangerson, qui désirait qu'on ne sût rien et qui agissait pour qu'on ne sût rien de cette affaire, n'avait pas encore eu le temps de les faire disparaître. Ce qui me conduisait à chercher la première phase de l'affaire dans un temps très rapproché de la seconde. Si, après la première phase, c'est-à-dire après que l'assassin se fût échappé, après qu'elle-même eût en hâte regagné le laboratoire où son père la retrouvait, travaillant, si elle avait pu pénétrer à nouveau un instant dans la chambre, elle aurait au moins fait disparaître, tout de suite, l'os de mouton, le béret et le mouchoir qui traînaient par terre. Mais elle ne le tenta pas, son père ne l'ayant pas quittée. Après, donc, cette première phase, elle n'est entrée dans sa chambre qu'à minuit. Quelqu'un y était entré à 10 heures, le père Jacques, qui fit sa besogne de tous les soirs, ferma les volets et alluma la veilleuse. Dans son anéantissement sur le bureau du laboratoire, où elle feignait de travailler, mlle Stangerson avait sans doute oublié que le père Jacques allait entrer dans sa chambre. Aussi, elle a un mouvement. Elle prie le père Jacques de ne pas se déranger, de ne pas pénétrer dans la chambre. Ceci étant toutes lettres dans l'article du matin. Le père Jacques entre tout de même et ne s'aperçoit de rien, tant la chambre jaune est obscure. Mlle Stangerson a dû vivre là 2 minutes affreuses. Cependant, je crois qu'elle ignorait qu'il y avait tant de marques du passage de l'assassin dans sa chambre. Elle n'avait sans doute, après la première phase, eu le temps que de dissimuler les traces des doigts de l'homme à son cou et de sortir de sa chambre. Si elle avait su que l'os, le béret et le mouchoir fussent sur le parquet, elle les aurait également ramassés quand elle est rentrée à minuit dans sa chambre. Elle ne les a pas vus, elle s'est déshabillée à la clarté douteuse de la veilleuse, elle s'est couchée, brisée par tant d'émotions et par la terreur qui ne l'avait fait regagner cette chambre que le plus tard possible. Ainsi étais-je obligé d'arriver de la sorte à la seconde phase du drame, avec mlle Stangerson seule dans la chambre, du moment qu'on n'avait pas trouvé l'assassin dans la chambre. Ainsi devais-je naturellement faire entrer dans le cercle de mon raisonnement les marques extérieures. Mais il y avait d'autres marques extérieures à expliquer. Des coups de revolver avaient été tirés pendant la seconde phase. Des cris « Au secours! À l'assassin !» avaient été proférés. Que pouvait me désigner, en une telle occurrence, le bon bout de ma raison? Quant aux cris d'abord, du moment où il n'y a pas d'assassin dans la chambre, il y avait forcément cauchemar dans la chambre. On entend un grand bruit de meubles renversés. Je suis obligé d'imaginer ceci. Mlle Stangerson s'est endormie,
hantée par l'abominable scène de l'après-midi. Elle rêve, le cauchemar précise ses images rouges, elle revoit l'assassin qui se précipite sur elle, elle crie « À l'assassin! Au secours !» et son geste désordonné va chercher le revolver qu'elle a posé, avant de se coucher, sur sa table de nuit. Mais cette main heurte la table de nuit avec une telle force qu'elle la renverse. Le revolver roule par terre, un coup part et va se loger dans le plafond. Cette balle dans le plafond me parut, dès l'abord, devoir être la balle de l'accident. Elle révélait la possibilité de l'accident, et arrivait si bien avec mon hypothèse de cauchemar, qu'elle fut une des raisons pour lesquelles je commençai à ne plus douter que le crime avait eu lieu avant, et que Mlle Stangerson, douée d'un caractère, d'une énergie peu commune, l'avait caché. Cauchemar, coup de revolver, Mlle Stangerson, dans un état moral affreux, est réveillée. Elle essaye de se lever, elle roule par terre, sans force, renversant les meubles, râlant même « À l'assassin! Au secours !» et s'évanouit. Cependant, on parlait de 2 coups de revolver la nuit, lors de la seconde phase. À moi aussi, pour ma thèse, ce n'était plus déjà une hypothèse, il en fallait 2. Mais 1 dans chacune des phases et non pas 2 dans la dernière. Un coup pour blesser l'assassin, avant, et un coup lors du cauchemar, après. Or, était-il bien sûr que, la nuit, 2 coups de revolver eussent été tirés? Le revolver s'était fait entendre au milieu du fracas de meubles renversés. Dans un interrogatoire, M. Stangerson parle d'un coup sourd d'abord, d'un coup éclatant ensuite. Si le coup sourd avait été produit par la chute de la table de nuit en marbre sur le plancher, il est nécessaire que cette explication soit la bonne. Je fus certain qu'elle était la bonne, quand je sus que les concierges, Bernier et sa femme, n'avaient entendu, eux, qui étaient tout près du pavillon, qu'un seul coup de revolver. Ils l'ont déclaré au juge d'instruction. Ainsi, j'avais presque reconstitué les 2 phases du drame quand je pénétrai, pour la première fois, dans la chambre jaune. Cependant, la gravité de la blessure à la tempe n'entrait pas dans le cercle de mon raisonnement. Cette blessure n'avait donc pas été faite par l'assassin avec l'os de mouton, lors de la première phase, parce qu'elle était trop grave, que Mlle Stangerson n'aurait pu la dissimuler, et qu'elle ne l'avait pas dissimulée sous une coiffure en bandeau. Alors, cette blessure avait été nécessairement faite lors de la seconde phase, au moment du cauchemar. C'est ce que je suis allé demander à la chambre jaune, et la chambre jaune m'a répondu. Rouletabille tira, toujours de son petit paquet, un morceau de papier blanc plié en 4, et, de ce morceau de papier blanc, sortit un objet invisible qu'il tint entre le pouce et l'index et qu'il porta au président. Ceci, monsieur le président, est un cheveu blond maculé de sang, un cheveu de Mlle Stangerson. Je l'ai trouvé collé à l'un des coins de marbre de la table de nuit renversée. Ce coin de marbre était lui-même maculé de sang. Oh, un petit carré rouge de rien du tout, mais fort important, car il m'apprenait, ce petit carré de sang, qu'en se levant affolée de son lit, Mlle Stangerson était tombée de tout son haut et fort brutalement sur ce coin de marbre qui l'avait blessée à la tempe et qui avait retenu ce cheveu que Mlle Stangerson devait avoir sur le front, bien qu'elle ne portât pas la coiffure en bandeau. Les médecins avaient déclaré que Mlle Stangerson avait été assommée avec un objet contondant, et, comme l'os de mouton était là, le juge d'instruction avait immédiatement accusé l'os de mouton, mais le coin d'une table de nuit en marbre est aussi un objet contondant, auquel ni les médecins ni le juge d'instruction n'avaient songé, et que je n'eusse peut-être point découvert moi-même si le bon bout de ma raison ne me l'avait indiqué, ne me l'avait fait pressentir. La salle faillit partir, une fois de plus, en applaudissements. Mais, comme Rouletabille reprenait tout de suite sa déposition, le silence se rétablit sur-le-champ. Il me restait à savoir, en dehors du nom de l'assassin, que je ne devais connaître que quelques jours plus tard, à quel moment avait eu lieu la première phase du drame. L'interrogatoire de Mlle Stangerson, bien qu'arrangé pour tromper le juge d'instruction, et celui de M. Stangerson, devait me le révéler. Mlle Stangerson a donné exactement l'emploi de son temps, ce jour-là. Nous avons établi que l'assassin s'est introduit entre 5 et 6 dans le pavillon. Mettons qu'il fut 6h15 quand le professeur et sa fille se sont remis au travail. C'est donc entre 5h et 6h15 qu'il faut chercher.
Que dis-je, 5 heures? Mais le professeur est alors avec sa fille. Le drame ne pourra s'être passé que loin du professeur. Il me faut donc, dans ce court espace de temps, chercher le moment où le professeur et sa fille seront séparés. Eh bien, ce moment, je le trouve dans l'interrogatoire qui eut lieu dans la chambre de mlle Stangerson, en présence de m. Stangerson. Il y est marqué que le professeur et sa fille rentrent vers 6 heures au laboratoire. M. Stangerson dit: « À ce moment, je fus abordé par mon garde qui me retint un instant. » Il y a donc conversation avec le garde. Le garde parle à m. Stangerson de coupe de bois ou de braconnage. Mlle Stangerson n'est plus là. Elle a déjà regagné le laboratoire, puisque le professeur dit encore: « Je quittai le garde et je rejoignis ma fille qui était déjà au travail. » C'est donc dans ces courtes minutes que le drame se déroula. C'est nécessaire. Je vois très bien mlle Stangerson rentrer dans le pavillon, pénétrer dans sa chambre pour poser son chapeau, et se trouver en face du bandit qui la poursuit. Le bandit était là, dans le pavillon, depuis un certain temps. Il devait avoir arrangé son affaire pour que tout se passât la nuit. Il avait alors déchaussé les chaussures du père Jacques, qui le gênaient, dans les conditions que j'ai dites au juge d'instruction. Il avait opéré la rafle des papiers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et il s'était ensuite glissé sous le lit quand le père Jacques était revenu laver le vestibule et le laboratoire. Le temps lui avait paru long. Il s'était relevé, après le départ du père Jacques, avait à nouveau erré dans le laboratoire, était venu dans le vestibule, avait regardé dans le jardin, et avait vu venir, vers le pavillon, car à ce moment-là, la nuit qui commençait était très claire, mlle Stangerson toute seule. Jamais il n'eût osé l'attaquer à cette heure-là, s'il n'avait cru être certain que mlle Stangerson était seule. Et, pour qu'elle lui apparût seule, il fallait que la conversation entre m. Stangerson et le garde qui le retenait eût lieu à un coin détourné du sentier, coin où se trouve un bouquet d'arbres qui les cachait aux yeux du misérable. Alors, son plan est fait. Il va être plus tranquille, seul avec mlle Stangerson dans ce pavillon, qu'il ne l'aurait été, en pleine nuit, avec le père Jacques dormant dans son grenier. Et il dut fermer la fenêtre du vestibule. Ce qui explique aussi que ni m. Stangerson, ni le garde, du reste assez éloigné encore du pavillon, n'ont entendu le coup de revolver. Puis il regagna la chambre jaune. Mlle Stangerson arrive. Ce qui s'est passé a dû être rapide comme l'éclair. Mlle Stangerson a dû crier, ou plutôt a voulu crier son effroi. L'homme l'a saisie à la gorge. Peut-être va-t-il l'étouffer, l'étrangler. Mais la main tâtonnante de mlle Stangerson a saisi, dans le tiroir de la table de nuit, le revolver qu'elle y a caché depuis qu'elle redoute les menaces de l'homme. L'assassin brandit déjà, sur la tête de la malheureuse, cette arme terrible dans les mains de Larsan Ballmeyer, un os de mouton. Mais elle tire. Le coup part, blesse la main qui abandonne l'arme. L'os de mouton roule par terre, ensanglanté par la blessure de l'assassin. L'assassin chancelle, va s'appuyer à la muraille, y imprime ses doigts rouges, craint une autre balle et s'enfuit. Elle le voit traverser le laboratoire. Elle écoute. Que fait-il dans le vestibule? Il est bien long à sauter par cette fenêtre. Enfin, il saute. Elle court à la fenêtre et la referme. Et maintenant, est-ce que son père a vu, a entendu? Maintenant que le danger a disparu, toute sa pensée va à son père. Douée d'une énergie surhumaine, elle lui cachera tout s'il en est temps encore. Et, quand m. Stangerson reviendra, il trouvera la porte de la chambre jaune fermée, et sa fille, dans le laboratoire, penchée sur son bureau, attentive, au travail, déjà. Rouletabille se tourne alors vers m. darzac. « Vous savez la vérité, s'écria-t-il. Dites-nous donc si la chose ne s'est pas passée ainsi. »« Je ne sais rien, répond m. darzac. Vous êtes un héros, fit Rouletabille en se croisant les bras. Mais si mlle Stangerson était, hélas, en état de savoir que vous êtes accusé, elle vous relèverait de votre parole. Elle vous prierait de dire tout ce qu'elle vous a confié. Que dis-je, elle viendrait vous défendre elle-même. M. darzac ne fit pas un mouvement, ne prononça pas un mot. Il regarda tristement Rouletabille. Enfin, fit celui-ci, puisque mlle Stangerson n'est pas là, il faut bien que j'y sois, moi. Mais croyez-moi, monsieur darzac, le meilleur moyen, le seul, de sauver mlle Stangerson et de lui rendre la raison,
c'est encore de vous faire acquitter. Un tonnerre d'applaudissements accueillit cette dernière phrase. Le président n'essaya même pas de réfréner l'enthousiasme de la salle. Robert Darzac était sauvé. Il n'y avait qu'à regarder les jurés pour en être certain. Leur attitude manifestait hautement leur conviction. Le président s'écria alors: « Mais enfin, quel est ce mystère qui fait que Mlle Stangerson, que l'on tente d'assassiner, dissimule un pareil crime à son père ?» « Ça, monsieur, fit Rouletabille, je sais pas. Ça ne me regarde pas. » Le président fit un nouvel effort auprès de M. Robert Darzac. « Vous refusez toujours de nous dire, monsieur, quel a été l'emploi de votre temps pendant qu'on attentait à la vie de Mlle Stangerson ? » « Je ne peux rien vous dire, monsieur. » Le président implora du regard une explication de Rouletabille. « On a le droit de penser, monsieur le président, que les absences de M. Robert Darzac étaient étroitement liées au secret de Mlle Stangerson. Aussi M. Darzac se croit-il tenu à garder le silence. Imaginez que Larsan, qui a, lors de ses 3 tentatives, tout mis en train pour détourner les soupçons sur M. Darzac, ait fixé, justement, ces 3 fois-là, des rendez-vous à M. Darzac dans un endroit compromettant, rendez-vous où il devait être traité du mystère. M. Darzac se fera plutôt condamner que d'avouer quoi que ce soit, que d'expliquer quoi que ce soit qui touche au mystère de Mlle Stangerson. Larsan est assez malin pour avoir fait encore cette combinaise-là. Le président, ébranlé mais curieux, répartit encore: « Mais quel peut bien être ce mystère-là ?»« Ah, monsieur, je pourrais pas vous dire, » fit Rouletabille en saluant le président. « Seulement, je crois que vous en savez assez maintenant pour acquitter M. Robert Darzac. À moins que Larsan ne revienne, mais je crois pas, » fit-il en riant d'un gros rire heureux. Tout le monde rit avec lui. « Encore une question, monsieur, » fit le président. « Nous comprenons, toujours en admettant votre thèse, que Larsan ait voulu détourner les soupçons sur M. Robert Darzac. Mais quel intérêt avait-il à les détourner aussi sur le père Jacques ? » « L'intérêt du policier, monsieur. L'intérêt de se montrer débrouillard en annihilant lui-même ces preuves qu'il avait accumulées. C'est très fort, ça. C'est un truc qui lui a souvent servi à détourner les soupçons qui eussent pu s'arrêter sur lui-même. Il prouvait l'innocence de l'un avant d'accuser l'autre. Songez, monsieur le président, qu'une affaire comme celle-là devait avoir été longuement mijotée à l'avance par Larsan. Je vous dis qu'il avait tout étudié et qu'il connaissait les êtres et tout. Si vous avez la curiosité de savoir comment il s'était documenté, vous apprendrez qu'il s'était fait un moment le commissionnaire entre le laboratoire de la sûreté et M. Stangerson, à qui on demandait des expériences. Ainsi, il a pu, avant le crime, pénétrer 2 fois dans le pavillon. Il était grimé de telle sorte que le père Jacques, depuis, ne l'a pas reconnu. Mais il a trouvé, lui, Larsan, l'occasion de chipper au père Jacques une vieille paire de godillots et un béret hors d'usage, que le vieux serviteur de M. Stangerson avait noué dans un mouchoir, pour les porter sans doute à un de ses amis, charbonnier sur la route d'Épinay. Quand le crime fut découvert, le père Jacques, reconnaissant les objets à part lui, n'eut garde de les reconnaître immédiatement. Ils étaient trop compromettants, et c'est ce qui vous explique son trouble, à cette époque, quand nous lui en parlions. Tout cela est simple comme bonjour, et j'ai acculé Larsan à me l'avouer. Il l'a du reste fait avec plaisir, car, si c'est un bandit, ce qui ne fait plus, j'ose l'espérer, de doute pour personne, c'est aussi un artiste. C'est sa manière de faire, à cet homme, sa manière à lui. Il a agi de même lors de l'affaire du Crédit Universel et des lingots de la monnaie. Des affaires qu'il faudra réviser, monsieur le président, car il y a quelques innocents dans les prisons depuis que Ballmeyer-Larsan appartient à la sûreté. Fin de la deuxième partie du chapitre 27. Enregistré par Nadine Egert-Boulet à Copenhague en mai 2010. Chapitre 28 du mystère de la chambre jaune. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux. Chapitre 28. Où il est prouvé qu'on ne pense pas toujours à tout. Gros émoi, murmure, bravo. Maître Henri Robert déposa des conclusions tendant à ce que l'affaire fût renvoyée à une autre session pour supplément d'instruction. Le ministère public lui-même s'y associa. L'affaire fut renvoyée. Le lendemain, M. Robert Darzac était remis en liberté provisoire
et le père Mathieu bénéficiait d'un non-lieu immédiat. On chercha vainement Frédéric Larsan. La preuve de l'innocence était faite. M. Darzac échappa enfin à l'affreuse calamité qu'il avait, un instant, menacée, et il put espérer, après une visite à mlle Stangerson, que celle-ci recouvrerait un jour, à force de soins assidus, la raison. Quant à ce gamin de Rouletabille, il fut, naturellement, l'homme du jour. À sa sortie du palais de Versailles, la foule l'avait porté en triomphe. Les journaux du monde entier publièrent ses exploits et sa photographie. Et lui, qui avait tant interviewé d'illustres personnages, fut illustre et interviewé à son tour. Je dois dire qu'il ne s'en montra pas plus fier pour ça. Nous revînmes de Versailles ensemble, après avoir dîné fort gaiement aux chiens qui fument. Dans le train, je commençai à lui poser un tas de questions qui, pendant le repas, s'étaient pressées déjà sur mes lèvres, et que j'avais tues toutefois, parce que je savais que Rouletabille n'aimait pas travailler en mangeant. Mon ami, fis-je, cette affaire de Larsan est tout à fait sublime et digne de votre cerveau héroïque. Ici il m'arrêta, m'invitant à parler plus simplement, et prétendant qu'il ne se consolerait jamais de voir qu'une aussi belle intelligence que la mienne était prête à tomber dans le gouffre hideux de la stupidité, et cela simplement à cause de l'admiration que j'avais pour lui. Je viens au fait, fis-je, un peu vexé. Tout ce qui vient de se passer ne m'apprend point du tout ce que vous êtes allé faire en Amérique. Si je vous ai bien compris, quand vous êtes parti la dernière fois du Glandier, vous aviez tout deviné de Frédéric Larsan? Vous saviez que Larsan était l'assassin, et vous n'ignoriez plus rien de la façon dont il avait tenté d'assassiner. Parfaitement. Et vous, fit-il en détournant la conversation, vous ne vous doutiez de rien? De rien? C'est incroyable. Mais, mon ami, vous avez eu bien soin de me dissimuler votre pensée, et je ne vois point comment je l'aurais pénétrée. Quand je suis arrivé au Glandier avec les revolvers, à ce moment précis, vous soupçonniez déjà Larsan? Oui, je venais de tenir le raisonnement de la galerie inexplicable. Mais le retour de Larsan dans la chambre de mlle Stangerson ne m'avait pas encore été expliqué par la découverte du binocle de presbyte. Enfin, mon soupçon n'était que mathématique, et l'idée de Larsan assassin m'apparaissait si formidable que j'étais résolu à attendre des traces sensibles avant d'oser m'y arrêter davantage. Tout de même, cette idée me tracassait, et j'avais parfois une façon de vous parler du policier qui eût dû vous mettre en éveil. D'abord, je ne mettais plus du tout en avant sa bonne foi, et je ne vous disais plus qu'il se trompait. Je vous entretenais de son système comme d'un misérable système, et le mépris que j'en marquais, qui s'adressait dans votre esprit au policier, s'adressait en réalité, dans le mien, moins au policier qu'au bandit que je le soupçonnais d'être. Rappelez-vous, quand je vous énumérais toutes les preuves qui s'accumulaient contre M. Darzac, je vous disais « Tout cela semble donner quelque corps à l'hypothèse du grand Fred. » C'est, du reste, cette hypothèse, que je crois fausse, qui l'égarera. Et j'ajoutais sur un ton qui eût dû vous stupéfier. Maintenant, cette hypothèse égare-t-elle réellement Frédéric Larsan? Voilà, voilà, voilà. Ces voilà eussent dû vous donner à réfléchir. Il y avait tout mon soupçon dans ces voilà. Et que signifiait égare-t-elle réellement? Sinon qu'elle ne pouvait pas l'égarer, lui, mais qu'elle était destinée à nous égarer, nous. Je vous regardais à ce moment, et vous n'avez pas tressailli, vous n'avez pas compris. J'en ai été enchanté, car, jusqu'à la découverte du binocle, je ne pouvais considérer le crime de Larsan que comme une absurde hypothèse. Mais, après la découverte du binocle qui m'expliquait le retour de Larsan dans la chambre de mlle Stangerson, voyez ma joie, mes transports. Oh, je me souviens très bien. Je courais comme un fou dans ma chambre et je vous criais « Je roulerai le grand Fred, je le roulerai d'une façon retentissante !» Ces paroles s'adressaient alors au bandit. Et, le soir même, quand, chargé par M. Darzac de surveiller la chambre de mlle Stangerson, je me bornais jusqu'à 10 heures du soir à dîner avec Larsan, sans prendre aucune mesure autre, tranquille parce qu'il était là, en face de moi, à ce moment encore, cher ami, vous auriez pu soupçonner que c'était seulement cet homme-là que je redoutais. Et quand je vous disais, au moment où nous parlions de l'arrivée prochaine de l'assassin, « Oh, je suis bien sûr que Frédéric Larsan sera là cette nuit. » Mais il y a une chose capitale qui eût dû nous éclairer tout à fait et tout de suite sur le criminel, une chose qui nous dénonçait Frédéric Larsan et que nous avons laissé échapper, vous et moi.
Auriez-vous donc oublié l'histoire de la canne? Oui, en dehors du raisonnement qui, pour tout esprit logique, dénonçait Larsan, il y avait l'histoire de la canne, qui le dénonçait à tout esprit observateur. J'ai été tout à fait étonné, apprenez-le donc, qu'à l'instruction, Larsan ne se fût pas servi de la canne contre M. Darzac. Est-ce que cette canne n'avait pas été achetée le soir du crime par un homme dont le signalement répondait à celui de M. Darzac? Eh bien, tout à l'heure, j'ai demandé à Larsan lui-même, avant qu'il prît le train pour disparaître, je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas usé de la canne. Il m'a répondu qu'il n'en avait jamais eu l'intention, que, dans sa pensée, il n'avait jamais rien imaginé contre M. Darzac avec cette canne, et que nous l'avions fort embarrassé, le soir du cabaret d'Épinay, en lui prouvant qu'il nous mentait. Vous savez qu'il disait qu'il avait eu cette canne à Londres. Or, la marque attestait qu'elle était de Paris. Pourquoi, à ce moment, au lieu de penser « Fred ment, il était à Londres, il n'a pas pu avoir cette canne de Paris à Londres », pourquoi ne nous sommes-nous pas dit « Fred ment, il n'était pas à Londres, puisqu'il a acheté cette canne à Paris ». Fred menteur, Fred à Paris, au moment du crime. C'est un point de départ de soupçon, cela. Et quand, après votre enquête chez Cassette, vous nous apprenez que cette canne a été achetée par un homme qui est habillé comme M. Darzac, alors que nous sommes sûrs, d'après la parole de M. Darzac lui-même, que ce n'est pas lui qui a acheté cette canne, alors que nous sommes sûrs, grâce à l'histoire du bureau de poste 40, qu'il y a à Paris un homme qui prend la silhouette Darzac, alors que nous nous demandons quel est donc cet homme qui, déguisé en Darzac, se présente le soir du crime chez Cassette pour acheter une canne que nous retrouvons entre les mains de Fred. Comment ne nous sommes-nous pas dit un instant mais cet inconnu déguisé en Darzac qui achète une canne que Fred a entre les mains, si c'était Fred lui-même. Certes, sa qualité d'agent de la sûreté n'était point propice à une pareille hypothèse. Mais, quand nous avions constaté l'acharnement avec lequel Fred accumulait les preuves contre Darzac, la rage avec laquelle il poursuivait le malheureux, nous aurions pu être frappés par un mensonge de Fred aussi important que celui qui le faisait entrer en possession, à Paris, d'une canne qu'il ne pouvait avoir eue à Londres. Même s'il l'avait trouvée à Paris, le mensonge de Londres n'en existait pas moins. Tout le monde le croyait à Londres, même ses chefs, et il achetait une canne à Paris. Maintenant, comment se faisait-il que, pas une seconde, il n'en usa comme d'une canne trouvée autour de M. Darzac? C'est bien simple, c'est tellement simple que nous n'y avons pas pensé. Larsan l'avait achetée après avoir été blessé légèrement à la main par la balle de Mlle Stangerson, uniquement pour avoir un maintien, pour avoir toujours la main refermée, pour n'être point tenté d'ouvrir la main et de montrer sa blessure intérieure. Comprenez-vous? Voilà ce qu'il m'a dit, Larsan, et je me rappelle vous avoir répété souvent combien je trouvais bizarre que sa main ne quittât pas cette canne. À table, quand je dînais avec lui, il n'avait pas plus tôt quitté cette canne qu'il s'emparait d'un couteau dont sa main droite ne se séparait plus. Tous ces détails me sont revenus quand mon idée se fut arrêtée sur Larsan, c'est-à-dire trop tard pour qu'ils me fussent d'un quelconque secours. C'est ainsi que, le soir où Larsan a simulé devant nous le sommeil, je me suis penché sur lui et, très habilement, j'ai pu voir, sans qu'il s'en doutât, dans sa main. Il ne s'y trouvait plus qu'une bande légère de taffetas qui dissimulait ce qui restait d'une blessure légère. Je constatai qu'il eût pu prétendre à ce moment que cette blessure lui avait été faite par toute autre chose qu'une balle de revolver. Tout de même, pour moi, à cette heure-là, c'était un nouveau signe extérieur qui entrait dans le cercle de mon raisonnement. La balle, m'a dit tout à l'heure Larsan, n'avait fait que lui effleurer la paume et avait déterminé une assez abondante hémorragie. Si nous avions été plus perspicaces au moment du mensonge de Larsan, et plus dangereux, il est certain que celui-ci eût sorti, pour détourner les soupçons, l'histoire que nous avions imaginée pour lui, l'histoire de la découverte de la canne autour de Darzac. Mais les événements se sont tellement précipités que nous n'avons plus pensé à la canne. Tout de même, nous l'avons fort ennuyé, Larsan Ballmeyer, sans que nous nous en doutions. Mais, interrompis-je, s'il n'avait aucune intention, en achetant la canne, contre Darzac, pourquoi avait-il alors la silhouette Darzac, le pardessus mastic, le melon, etc.
parce qu'il arrivait du crime et qu'aussitôt le crime commis, il avait repris le déguisement darzac qu'il a toujours accompagné dans son œuvre criminelle, dans l'intention que vous savez. Mais déjà, vous pensez bien, sa main blessée l'ennuyait, et il eut, en passant avenue de l'Opéra, l'idée d'acheter une canne, idée qu'il réalisa sur-le-champ. Il était 8 heures. Un homme, avec la silhouette darzac, qui achète une canne que je trouve dans les mains de Larsan. Et moi qui avais deviné que le drame avait déjà eu lieu à cette heure-là, qu'il venait d'avoir lieu, qui étais à peu près persuadé de l'innocence de darzac, je ne soupçonne pas Larsan. Il y a des moments, fis-je, où les plus vastes intelligences... Rouletabille me ferma la bouche. Et comme je l'interrogeais encore, je m'aperçus qu'il ne m'écoutait plus. Rouletabille dormait. J'eus toutes les peines du monde à le tirer de son sommeil quand nous arrivâmes à Paris. Fin du chapitre 28. Enregistré par Nadine Egert-Boulet à Copenhague en mai 2010. Chapitre 29 du mystère de la chambre jaune. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux. Chapitre 29. Le mystère de Mademoiselle Stangerson. Les jours suivants, j'eus l'occasion de lui demander encore ce qu'il était allé faire en Amérique. Il ne me répondit guère d'une façon plus précise qu'il ne l'avait fait dans le train de Versailles, et il détourna la conversation sur d'autres points de l'affaire. Il finit, un jour, par me dire « Mais comprenez donc que j'avais besoin de connaître la véritable personnalité de Larsan. »« Sans doute, fis-je, mais pourquoi alliez-vous la chercher en Amérique ?» Il fuma sa pipe et me tourna le dos. Évidemment, je touchais au mystère de Mademoiselle Stangerson. Rouletabille avait pensé que ce mystère, qui liait d'une façon si terrible Larsan à Mademoiselle Stangerson, mystère dont il ne trouvait, lui, Rouletabille, aucune explication dans la vie de Mademoiselle Stangerson en France, il avait pensé, dis-je, que ce mystère devait avoir son origine dans la vie de Mademoiselle Stangerson en Amérique. Et il avait pris le bateau. Là-bas, il apprendrait qui était ce Larsan, il acquerrait les matériaux nécessaires à lui fermer la bouche, et il était parti pour Philadelphie. Et maintenant, quel était ce mystère qui avait commandé le silence à Mademoiselle Stangerson et à Monsieur Robert Darzac? Au bout de tant d'années, après certaines publications de la presse à scandale, maintenant que M. Stangerson sait tout et a tout pardonné, on peut tout dire. C'est, du reste, très court, et cela remettra les choses au point, car il s'est trouvé de tristes esprits pour accuser Mademoiselle Stangerson qui, en toute cette sinistre affaire, fut toujours victime, depuis le commencement. Le commencement remontait à une époque lointaine où, jeune fille, elle habitait avec son père à Philadelphie. Là, elle fit la connaissance, dans une soirée, chez un ami de son père, d'un compatriote, un Français qui sut la séduire par ses manières, son esprit, sa douceur et son amour. On le disait riche. Il demanda la main de Mademoiselle Stangerson au célèbre professeur. Celui-ci prit des renseignements sur M. Jean Roussel, et, dès l'abord, il vit qu'il avait affaire à un chevalier d'industrie. Or, M. Jean Roussel, vous l'avez deviné, n'était autre qu'une des nombreuses transformations du fameux Ballmeyer, poursuivi en France, réfugié en Amérique. Mais M. Stangerson n'en savait rien, sa fille non plus. Celle-ci ne devait l'apprendre que dans les circonstances suivantes. M. Stangerson avait, non seulement refusé la main de sa fille à M. Roussel, mais encore il lui avait interdit l'accès de sa demeure. La jeune Mathilde, dont le cœur s'ouvrait à l'amour et qui ne voyait rien au monde de plus beau ni de meilleur que son Jean, en fut outrée. Elle ne cacha point son mécontentement à son père, qui l'envoya se calmer sur les bords de l'Ohio, chez une vieille tante qui habitait Cincinnati. Jean rejoignit Mathilde là-bas, et, malgré la grande vénération qu'elle avait pour son père, Mademoiselle Stangerson résolut de tromper la surveillance de la vieille tante et de s'enfuir avec Jean Roussel, bien décidés qu'ils étaient tous les deux à profiter des facilités des lois américaines pour se marier au plus tôt. Ainsi fut fait. Ils fuirent donc, pas loin, jusqu'à Louisville. Là, un matin, on vint frapper à leur porte. C'était la police qui désirait arrêter M. Jean Roussel, ce qu'elle fit, malgré ses protestations et les cris de la fille du professeur Stangerson. En même temps, la police apprenait à Mathilde que son mari n'était autre que le trop fameux Ballmeyer.
Désespérée, après une vaine tentative de suicide, Mathilde rejoignit sa tante à Cincinnati. Celle-ci faillit mourir de joie de la revoir. Elle n'avait cessé, depuis 8 jours, de faire rechercher Mathilde partout, et n'avait pas encore osé avertir le père. Mathilde fit jurer à sa tante que M. Stangerson ne saurait jamais rien. C'est bien ainsi que l'entendait la tante, qui se trouvait coupable de légèreté dans cette si grave circonstance. Mademoiselle Mathilde Stangerson, 1 mois plus tard, revenait auprès de son père, repentante, le cœur mort à l'amour, et ne demandant qu'une chose, ne plus jamais entendre parler de son mari, le terrible Ballmeyer. Arriver à se pardonner sa faute à elle-même, et se relever devant sa propre conscience par une vie de travail sans bornes et de dévouement à son père. Elle s'est tenue parole. Cependant, dans le moment où, après avoir tout avoué à M. Robert Darzac, alors qu'elle croyait Ballmeyer défunt, car le bruit de sa mort avait couru, elle s'était accordé la joie suprême, après avoir tant expié, de s'unir à un ami sûr, le destin lui avait ressuscité Jean Roussel, le Ballmeyer de sa jeunesse. Celui-ci lui avait fait savoir qu'il ne permettrait jamais son mariage avec M. Robert Darzac, et qu'il l'aimait toujours, ce qui, hélas, était vrai. Mademoiselle Stangerson n'hésita pas à se confier à M. Robert Darzac. Elle lui montra 7 lettres où Jean Roussel, Frédéric Larsan, Ballmeyer lui rappelaient les premières heures de leur union dans ce petit et charmant presbytère qu'ils avaient loué à Louisville. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Le misérable se disait riche et émettait la prétention de la ramener là-bas. Mademoiselle Stangerson avait déclaré à M. Darzac que, si son père arrivait à soupçonner un pareil déshonneur, elle se tuerait. M. Darzac s'était juré qu'il ferait taire cet Américain, soit par la terreur, soit par la force, dût-il commettre un crime. Mais M. Darzac n'était pas de force, et il aurait succombé sans ce brave petit bonhomme de Rouletabille. Quant à Mlle Stangerson, que vouliez-vous qu'elle fît en face du monstre? Une première fois, quand, après des menaces préalables qu'il avait mises sur ses gardes, il se dressa devant elle, dans la chambre jaune, elle essaya de le tuer. Pour son malheur, elle n'y réussit pas. Dès lors, elle était la victime assurée de cet être invisible qui pouvait la faire chanter jusqu'à la mort, qui habitait chez elle à ses côtés sans qu'elle le sût, qui exigeait des rendez-vous au nom de leur amour. La première fois, elle lui avait refusé ce rendez-vous, réclamé dans la lettre du bureau 40. Il en était résulté le drame de la chambre jaune. La seconde fois, avertie par une nouvelle lettre de lui, lettre arrivée par la poste et qui était venue la trouver normalement dans sa chambre de convalescente, elle avait fui le rendez-vous en s'enfermant dans son boudoir avec ses femmes. Dans cette lettre, le misérable l'avait prévenue que, puisqu'elle ne pouvait se déranger, vu son état, il irait chez elle et serait dans sa chambre telle nuit, à telle heure, qu'elle eût à prendre toute disposition pour éviter le scandale. Mathilde Stangerson, sachant qu'elle avait tout à redouter de l'audace de Ballmeyer, lui avait abandonné sa chambre. Ce fut l'épisode de la galerie inexplicable. La troisième fois, elle avait préparé le rendez-vous. C'est qu'avant de quitter la chambre vide de Mlle Stangerson, la nuit de la galerie inexplicable, Larsan lui avait écrit, comme nous devons nous le rappeler, une dernière lettre, dans sa chambre même, et l'avait laissée sur le bureau de sa victime. Cette lettre exigeait un rendez-vous effectif, dont il fixa ensuite la date et l'heure, lui promettant de lui rapporter les papiers de son père, et la menaçant de les brûler si elle se dérobait encore. Elle ne doutait point que le misérable n'eût en sa possession ces papiers précieux. Il ne faisait là sans doute que renouveler un célèbre larcin, car elle le soupçonnait depuis longtemps d'avoir, avec sa complicité inconsciente, volé lui-même, autrefois, les fameux papiers de Philadelphie, dans les tiroirs de son père. Et elle le connaissait assez pour imaginer que, si elle ne se pliait point à sa volonté, tant de travaux, tant d'efforts et tant de scientifiques espoirs ne seraient bientôt plus que de la cendre. Elle résolut de le revoir une fois encore, face à face, cet homme qui avait été son époux, et de tenter de le fléchir, puisqu'elle ne pouvait l'éviter. On devine ce qui s'y passa. Les supplications de Mathilde, la brutalité de Larsan. Il exige qu'elle renonce à Darzac, elle proclame son amour, et il la frappe,
avec la pensée arrêtée de faire monter l'autre sur l'échafaud. Car il est habile, lui, et le masque larsan qu'il va se reposer sur la figure le sauvera, pense-t-il. Tandis que l'autre ne pourra pas, cette fois encore, donner l'emploi de son temps. De ce côté, les précautions de Ballmeyer sont bien prises. Et l'inspiration en a été des plus simples, ainsi que l'avait deviné le jeune Rouletabille. Larsan fait chanter Darzac comme il fait chanter Mathilde, avec les mêmes armes, avec le même mystère. Dans des lettres, pressantes comme des ordres, il se déclare prêt à traiter, à livrer toute la correspondance amoureuse d'autrefois, et surtout à disparaître, si on veut y mettre le prix. Darzac doit aller au rendez-vous qu'il lui fixe, sous menace de divulgation dès le lendemain, comme Mathilde doit subir les rendez-vous qu'il lui donne. Et, dans l'heure même que Ballmeyer agite en assassin auprès de Mathilde, Robert débarque à Épinay, où un complice de Larsan, un être bizarre, une créature d'un autre monde, que nous retrouverons un jour, le retient de force et lui fait perdre son temps, en attendant que cette coïncidence, dont l'accusé de demain ne pourra se résoudre à donner la raison, lui fasse perdre la tête. Seulement, Ballmeyer avait compté sans notre Joseph Rouletabille. Ce n'est pas à cette heure que voilà expliqué le mystère de la chambre jaune, que nous suivrons pas à pas Rouletabille en Amérique. Nous connaissons le jeune reporter, nous savons de quels moyens puissants d'information, logés dans les deux bosses de son front, il disposait pour remonter toute l'aventure de Mlle Stangerson et de Jean Roussel. À Philadelphie, il fut renseigné tout de suite en ce qui concernait Arthur William Rance. Il apprit son acte de dévouement, mais aussi le prix dont il avait gardé la prétention de se le faire payer. Le bruit de son mariage avec Mlle Stangerson avait couru autrefois les salons de Philadelphie. Le peu de discrétion du jeune savant, la poursuite inlassable dont il n'avait cessé de fatiguer Mlle Stangerson, même en Europe, la vie désordonnée qu'il menait sous prétexte de noyer ses chagrins, tout cela n'était point fait pour rendre Arthur Rance sympathique à Rouletabille, et ainsi s'explique la froideur avec laquelle il l'accueillit dans la salle des témoins. Tout de suite il avait du reste jugé que l'affaire Rance n'entrait point dans l'affaire Larsan Stangerson. Et il avait découvert le flirt formidable Roussel-Mlle Stangerson. Qui était ce Jean Roussel? Il alla de Philadelphie à Cincinnati, refaisant le voyage de Mathilde. À Cincinnati, il trouva la vieille tante et sut la faire parler. L'histoire de l'arrestation de Ballmeyer lui fut une lueur qui éclaira tout. Il put visiter, à Louisville, le presbytère, une modeste et jolie demeure dans le vieux style colonial, qui n'avait en effet rien perdu de son charme. Puis, abandonnant la piste de Mlle Stangerson, il remonta la piste Ballmeyer, de prison en prison, de bagne en bagne, de crime en crime. Enfin, quand il reprenait le bateau pour l'Europe sur les quais de New-York, Rouletabille savait que, sur ces quais mêmes, Ballmeyer s'était embarqué 5 ans auparavant, ayant en poche les papiers d'un certain Larsan, honorable commerçant de la Nouvelle-Orléans, qu'il venait d'assassiner. Et maintenant, connaissez-vous tout le mystère de Mlle Stangerson? Non, pas encore. Mlle Stangerson avait eu de son mari Jean Roussel un enfant, un garçon. Cet enfant était né chez la vieille tante, qui s'était si bien arrangée que nul n'en sut jamais rien en Amérique. Qu'était devenu ce garçon? Ceci est une autre histoire que je vous conterai un jour. 2 mois environ après ces événements, je rencontrai Rouletabille assis mélancoliquement sur un banc du palais de justice. Eh bien, lui dis-je, à quoi songez-vous, mon cher ami? Vous avez l'air bien triste. Comment vont vos amis? En dehors de vous, me dit-il, ai-je vraiment des amis? Mais j'espère que M. Darzac? Sans doute. Et que Mlle Stangerson? Comment va-t-elle, Mlle Stangerson? Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Alors il ne faut pas être triste. Je suis triste, fit-il, parce que je songe au parfum de la dame en noir. Le parfum de la dame en noir, je vous en entends toujours parler. M'expliquerez-vous, enfin, pourquoi il vous poursuit avec cette assiduité? Peut-être, un jour, peut-être, fit Rouletabille. Et il poussa un gros soupir. Fin du chapitre 29. Fin du mystère de la chambre jaune, par Gaston Leroux. Enregistré par Nadine Egert-Boulet, à Copenhague,
en mai 2010.